Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour le LGF, votre émission quotidienne de 16h à 18h sur une seule radio, France Maghreb 2, avec évidemment aujourd'hui un invité exceptionnel, Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien, quelques jours après son expulsion de sa terre natale par Israël. Il sera avec nous tout à l'heure accompagné de son épouse et de la militante Elsa Lefort pour répondre à nos questions, pour nous parler un petit peu de comment il perçoit un petit peu la suite, puisque rappelons qu'il a été expulsé d'Israël il y a quelques jours après avoir passé près de 8 mois en prison, sans aucune charge d'ailleurs, comme on le connaît ainsi dans cette grande démocratie du Moyen-Orient. On y reviendra évidemment tout à l'heure avec Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien, qui sera avec nous et en exclusivité sur France Maghreb 2. C'est sa première interview radio et c'est ici que ça se passe évidemment comme il nous avait fait la promesse. Avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, pour débattre des différents sujets d'actualité, notamment on va s'intéresser aux commerçants qui subissent de plein fouet l'augmentation des factures d'énergie aujourd'hui. Il y a des commerçants qui sont évidemment aujourd'hui sous le coup de peut-être d'une fermeture, ne pouvant pas faire face à une augmentation considérable d'une facture qui a triplé, voire quadruplé pour certains d'entre eux. On pense évidemment aux petits commerçants, les boulangers, les épiciers, les boucheries, tous ces commerces évidemment de première nécessité que nous avons l'habitude d'aller. Eh bien aujourd'hui, ils sont menacés de fermeture parce que ne pouvant pas payer leurs factures, avec un exemple à la clé. Est-ce l'année des réformes 2023 ? À en croire le président qui nous a prononcé cette allocution la plus longue de la 5e République, 19 minutes. Finalement, on en retient quoi ? Pas grand-chose. Eh bien, on y reviendra avec vous. L'année des réformes, avec la réforme de tous les dangers, la réforme des retraites qui sera en discussion, vous le savez, dès la semaine prochaine. Puis il y a une autre réforme aussi attendue, immigration. Celle-ci, elle va être costaud aussi. Est-ce que ça va être le redéploiement des Gilets jaunes qui promettent d'ailleurs de revenir sur le pavé à partir de samedi 7 janvier. Avec nous, Mam, la belle histoire qui est avec nous. Comment ça va, Mam ? Bonjour à toutes et à tous. Bon, ravi de vous aujourd'hui, retrouver en direct. Tu es un petit peu au chômage aujourd'hui. Pourquoi un peu au chômage ? Parce qu'il n'y a pas de la belle histoire des génériques aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je pense qu'au regard de l'invité exceptionnel que nous allons recevoir dans à peu près 1 heure, je pense qu'on peut dignement laisser la place. C'est bien. C'est tout à ton honneur, évidemment, mon cher Mam, qui sera quand même là pour nous faire le résumé de cette émission en fin d'émission, comme d'habitude, évidemment, avec tes mots. Inch'Allah. Voilà. Akli Melouli, à qui je souhaite Asgouassem Guez. Mon cher Akli, bonjour. Bonjour, Asgouassem Guez à tous nos auditrices et auditeurs. Bonne heureuse année. Bonne année à toi, Christophe. Bonne année aux personnes présentes sur le plateau. Et j'attends le thé de mon pote Nasser, je suis venu spécialement. Et j'arrive du sud algérien. J'ai un peu froid, Christophe, pour te le dire. T'arrives du sud algérien, t'étais où ? J'étais à El Golea, El Menea, c'est l'ancienne Taourir de la tribu des Zénètes, donc aux portes du désert, sur la route, après Gardaya, sur la route de Tibimoun, Tamanrasset, etc. Voilà. T'as soudoyé quelle agence pour y aller ? Je me suis soudoyé tout seul. Je pars tout seul. J'ai pris des agences et on connaît maintenant, on a les réseaux nécessaires pour justement permettre de faire des choses fabuleuses et d'aller dans un centre qui s'appelle là-bas, qui est du Forum, qui est affilié, qui s'appelle l'association Taourir et qui effectivement tout ça fait que les bénéfices servent aux orphelins, aux enfants malades et à financer un parc, un des grands parcs animaliers gratuits, ouverts à tout le monde. Comme quoi, dans l'économie, on peut faire des choses et les utiliser pour le bien-être des personnes. Eh bien, bienvenue à toi, mon cher Akli, adjoint au maire de la ville de Bonneuil-sur-Marne, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, si j'ai bien compris, s'il n'y avait pas de bouffe et de thé, tu ne serais pas venu. J'étais en train de me poser la question. Hein, Akli, franchement. Parce que j'étais inquiet quand on m'a dit le quota de Tunisiens qu'il y avait sur le plateau. J'ai hésité un peu, mais bon, je suis quand même venu. Ouais. Mais... Pourquoi il y a des quotas maintenant dans cette émission ? Non, les jamais de quotas. Dans cette émission, il y a de l'humour. Ouais, on peut parler de choses sérieuses avec beaucoup d'humour et beaucoup de fraternité. Et c'est très heureux d'être aujourd'hui là, surtout avec Nasser, que je suis depuis longtemps, et les autres, mais voilà. Nasser Lagili, ancien élu et militant associatif, ça va mon Nasser ? Ça va très bien, impeccable, je te remercie Christophe. Bonne année aux auditeurs et auditrices, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Donc voilà, plein de bonnes choses pour nos auditeurs, auditrices, plein de bonnes choses aussi pour l'ensemble de l'équipe du LGF. Et j'étais en train d'observer l'écriture de notre ami de la l'histoire, et franchement, il a une très très belle écriture. Ouais, magnifique. C'est gentil. Déjà l'écriture même, évidemment. Notre chroniqueur lyonnais est avec nous aussi, Mehdi Choukri. Ça va mon Mehdi ?
Ça va bien, bonjour à tous, meilleurs vœux, meilleure année à l'ensemble des auditeurs et à toute l'équipe France Maghreb 2. Comment ça se passe à Lyon, le berceau de l'extrême droite? Le comment? Le berceau de l'extrême droite, paraît-il, non? Oui, de l'extrême gauche aussi, et surtout berceau de la résistance entre 1939 et 1945. Ça se passe très bien avec un joli petit soleil, un petit 11 degrés, on est bien là, on est bien. Bon, on est bien à Lyon, finalement. Bienvenue à toi, mon Mehdi, en tout cas, ça fait longtemps, et bonne année à toi, et je suis ravi de t'accueillir pour démarrer cette nouvelle année. En cette deuxième émission, donc il sera avec nous, je vous le rappelle tout à l'heure, Salah Amouri, l'avocat franco-palestinien, accompagné de son épouse Elsa Lefort, et on va saluer aussi notre ami Tarek qui est avec nous et qui est venu pour l'occasion, j'imagine. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe. Je suis ce qu'on appelait à la fac un auditeur libre. Ah oui? Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Non, je ne connais pas, non. Ah l'auditeur libre, c'est pas l'auditeur de la radio, c'est celui qui n'est pas inscrit dans la fac, dans le cours, et qui vient assister au cours qui l'intéresse. Et j'en ai fait beaucoup dans ma vie, donc aujourd'hui je suis auditeur libre et c'est pas la peine que commente. C'est comme. Vas-y, lâche-toi, mon ami, vas-y. Non, il m'a tué. C'est comme Christophe de Chavannes dans quelle époque, l'émission Léa Salem, c'est l'invité permanent. C'est ça, voilà. C'est ça. On commence. Quand on dit permanent, on pense à autre chose dans la politique française. C'est laquelle? L'invité dictatorial, je ne sais pas. Non. Si vous connaissez vos histoires dans le générique, je vais vous donner un générique politique. C'est permanent, permanenteux. Bon, on y reviendra après une page de J'ai pas tout compris là. Il faudrait que ça mérite explication. Le sommaire, tout de suite le sommaire. Voilà. Alors c'est parti. Alors on a un petit mot. Laissez l'expliquer quand même parce que sinon ça vaut le coup. Pour les auditeurs. Alors si je vous dis François Mitterrand est permanente. Ça me dit rien du tout comme ça. Eh bien, tapez sur Google, vous allez trouver le coup d'État permanent. Même Mehdi, il n'a pas trouvé. Hein. Oui, son livre, le coup d'État permanent. Voilà. Oui. Donc, ok, d'accord. D'accord, le coup d'État permanent, ok. Donc, il y a la permanence. D'accord. Ça y est. Ça arrive, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon, t'imprimes, Mam. Alors, écris. On va commencer. Voilà, j'écris. Vas-y, écris, Mam, écris. On va commencer évidemment par des petits clins d'œil sous forme de questions pour commencer cette émission. Je cherche, et là c'est pour notre ami Akli et Mehdi aussi, un humoriste algérien né en 1958. On n'a plus beaucoup de nouvelles de lui. Fellag. Non, du tout, monsieur. Ah bon. Il est né Constantine. C'est pas Fellag? Non, c'est pas Fellag. Smaïn, non? Smaïn, bonne réponse. On n'a plus de nouvelles de lui. Si, il est passé. Il est passé à la radio J, là, il n'y a pas très longtemps. Et puis il y a l'âge, il y a le stock. Alors, y a-t-il des Français dans la salle? On est tous Français. Y a-t-il des Arabes dans la salle? On est tous Arabes aussi. La réponse non, pas tous les Arabes fouillent dans les poches des Français. Alors, nous, là, il n'y a pas, là, ici, normalement, avec des Berbères, mais on peut vérifier. C'est bon. C'est un débat, là. Mehdi te dit arabo-berbère, monsieur Akli. Tout à fait. Non, il y a des arabophones. En Afrique du Nord, il y a des gens qui sont arabophones. Après, arabo, ça n'existe pas. C'est-à-dire que soit on est arabe, et donc des pays du Golfe, etc. On va pas mais on peut être arabophone. Mais en principe, il y a effectivement des mélanges. Mais l'Afrique du Nord, les Africains, c'est des Africains. C'est pas des Arabes. Alors, le jour où vous voudrez, on fera juste un débat. Attendez, Mehdi parle. Vas-y, Mehdi, exprime-toi. Non, je disais, je suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'on parle bien du bassin méditerranéen et si on veut commencer à rechercher une pureté originelle, on risque d'avoir beaucoup de problèmes, notamment autour du bassin méditerranéen où il y a eu à peu près 3000 ans de civilisation, de croisement entre les Carthagines, alors les Berbères, bien entendu, les Berbères, mais notamment les Berbères du Sud qui eux sont restés un peu à l'écart, de tous les brassages ethniques. Alors et encore, ils sont brassés avec les Africains noirs. Laisse-le parler. Mais en ce qui concerne le Nord, on peut réellement parler de sphère arabo-berbère avec des endroits qui sont beaucoup plus berbères et des endroits qui tirent plus vers l'arabe, notamment je pense à Ouedsouf, à Larouat. Donc pour moi, arabo-berbère, pour moi, ça me convient très bien. Oui, alors, c'est pas mal. Une question quiz pour la semaine prochaine. Où est né le premier homme et d'où viennent les Berbères du Maghreb? Vous avez une semaine pour trouver la réponse. Non, mais ce que tu me dis, les gens ne cherchent pas la pureté. Moi, je dis juste que, et ça, n'importe quel, tout le monde le sait, n'importe quel anthropologue te le dira, l'Afrique du Nord était peuplée des Berbères. Après, que les gens soient devenus arabophones, qu'il y ait des mélanges et tout ça, attends, je réponds à ça. Oui. Et donc, je disais juste ça parce que souvent, en Afrique du Nord, les gens pensent qu'il y a des Arabes. Je rappelais juste que l'Afrique, c'est des Africains. Mais après, on peut avoir le débat et expliquer les mouvements. Mais c'est
c'était juste pour dire qu'effectivement, souvent les gens confondent arabe et arabophone, mais c'était juste pour ça. Alors, je vais choquer Akli et finir. Non, il n'y avait aucune confusion. Hein, je te rassure, il n'y avait aucune confusion de ma part. C'est vraiment, il y a arabe, il y a arabophone, il y a berbère et il y a berbérophone également. Il y a les Koulourli, les descendants d'Ottomans. Il y a les Algériens qui sont pour le coup purement noirs dans le sud, ce qu'on appelle Soudani. C'est des berbères, ceux qui sont. Il faut partie des tribus berbères. Il y a un débat qui est lancé. Non, mais on s'en fout, on s'en fout. Alors, je vais pas attendre une semaine. Je vais pas attendre une semaine pour le quiz. Non, mais on va pas attendre une semaine pour le quiz. Akli, je vais vous choquer. Vous savez d'où sont venus les berbères du Maghreb? 1, 2, 3. C'est les Indo-Celtes. Yémen. Non, Yémen. Oui, c'est les Indo-Celtes. Non, Yémen. Oui, je sais qu'ils viennent du Yémen. Il y en a Yémen, qui donc arabe. On peut penser les mélanges. Non, au Yémen, il y a des berbères. Donc, Ah ouais. Je l'adore celle-là. Bah alors pour les auditeurs, la Libye, c'en est aussi. Oui, alors l'origine des berbères, c'est arabe dans le sens large du terme puisqu'il vient du Yémen. Ouais. L'essentiel dans tout ça, en tout cas, quand l'extrême droite vous écoute, il rigole, je vous le dis. Ce qui est clair, c'est qu'il y a réellement une base et un substrat berbère. Bref, on fait non, mais si vous voulez bien, moi ce débat, je le laisserai à des vrais historiens. Voilà, ok. Pour le coup, au moins, plutôt une émission l'année prochaine. Pendant la pause café. Si on est encore là, la pause café. Non, franchement, ce genre de truc, sincèrement. Bon, alors, sinon, dans des clins d'œil, je cherche un acteur américain qui est né en 1956. Si je vous donne un indice, d'Arme Fatale ou encore. Bruce Willis. Ah oui. Bah oui. Mais non. Non, c'est pas Bruce Willis, Arme Fatale. Mel Gibson. Bonne réponse. Et il est pas australien? Non. Il n'est pas australien? Si, Mel Gibson est australien. Je vais vous dire, monsieur Mami. De quelle origine? Mel Gibson est australien. Né aux États-Unis, quelle né origine australien, il est, peut-être, Mel j'en sais Gibson rien. D'origine australienne, ouais. Ouais, d'origine australienne, mais il est né aux États-Unis. Il est yéménite. Aussi. Mel Gibson est yéménite. Le Yémen a tout produit. Voilà. Non, mais il est d'origine australienne. Oui. Né aux États-Unis. Et puis, je cherche la naissance d'une marque très célèbre aujourd'hui, née en 1977. Elle a mon âge, cette marque très connue. Et vous en avez tous, ou beaucoup en tout cas, dans les mains. Lacoste. Non. iPhone, je crois. iPhone, c'est quoi iPhone? Apple. Voilà, bonne réponse. 77. Macintosh. Wow. Non, c'est Macintosh. Ah, moi j'ai la marque à la pomme. Oui, c'est Macintosh à la base. C'est Apple, Macintosh, c'est pareil. C'est Apple. Macintosh, c'est un modèle. Ça va, je joue pas sur les mots, Mehdi, c'est pareil. C'est pareil, c'est Apple. C'est pareil, c'est Apple. On est d'accord. C'est la marque. Christophe 1, Mehdi 0. Bon, allez. Dans un instant, est-ce l'année des réformes 2023 entre réforme des retraites, entre immigration? Est-ce l'année des réformes comme l'a préconisé le président de la République dans son allocution de 19 minutes? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui l'a regardé entièrement? Sincèrement, non. Ouais. Mais Akli? J'avais d'autres trucs. J'étais dans le sud. Oui, ça va. T'étais dans le sud algérien où il y a des berbères et que des berbères. D'accord. Au milieu du Sahara. Et donc, si tu veux l'allocution, la connexion est pas très bonne avec la France. J'imagine. Elle est pas bonne du tout. J'imagine. Mehdi, tu l'as regardé entièrement ou pas? Ou t'avais piscine? Non, j'aime pas me faire du mal. Mam, j'imagine que toi non plus. Tu as regardé l'allocution du président de la République? Non, si, je l'ai regardé. Ah bon? Je l'ai regardé, mais en fait, je ne l'ai pas regardé pour écouter ce qu'il dit. J'ai regardé tout en prenant un Apple, iPhone, et j'ai mis la fonction chronomètre. Ah oui, voir d'accord. le nombre de minutes. 19 minutes. Pourquoi en fait? Tarek Mami, on en retient quoi 19 minutes? Alors, vous voulez une confidence? Moi, ce que j'ai lu. J'avais oublié qu'il y avait une allocution. C'est la première fois de ma vie en 30 ans de journalisme. Par contre, Christophe. J'ai découvert ça le lendemain matin. J'étais quand même. J'ai lu enfin, après, moi, j'ai lu le contenu quand même. Parce que j'étais quand même assez surpris, quoi. Je crois que c'est une première sous la Ve République, ce genre de vœux. Je crois que c'était assez hallucinant, c'était assez stratosphérique, quoi. Ah bah, il y a Brut qui a fait un super petit 2 minutes, je crois. Il y a Macron à la fin. Et en fait, tous les présidents disent « Nous venons de vivre une année difficile. Mais cette année, ça va bien se passer. » Ouais. Bon, reste avec nous. Lui, il nous dit qu'il faut travailler. Et plus longtemps, évidemment. Hein, n'est-ce pas, mon Mehdi? Vous, ça vous est directement visé, ça, hein, vous, les fonctionnaires, là. Mehdi Chokri avec nous depuis Lyon, Tarek Mami qui est avec nous, Hakim Elouli, Nasser Lachili, Mam, La Belle Histoire, et nos invités tout à l'heure sur France Maghreb 2, à ne pas louper à 17h. Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien qui a été expulsé de sa terre natale il y a quelques jours par Israël après avoir passé près de 8 mois en prison. On y reviendra avec lui, accompagné de son épouse
et de la militante, parce que c'en est véritablement une militante. D'ailleurs, c'est une famille de militants, hein, la famille Lefort. Et on salue le papa, d'ailleurs, Jean-Claude. Et donc elle sera avec nous également tout à l'heure sur France Maghreb 2. Vous pourrez évidemment nous appeler si vous souhaitez poser des questions à Salah Amouri. On se chargera aussi de lui poser des questions, ne vous inquiétez pas. Alors je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde, hein, sa venue dans nos studios, je vous le dis, hein, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Voilà, notamment un certain courant qui est très énervé qu'on reçoive Salah Amouri. Mais je vais vous dire, non seulement on est très content, mais en plus on est très fiers de le recevoir. Et rendez-vous donc. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec Mam, la belle histoire qui est en pleine écriture, avec Nasser Lagili, ancien élu et militant associatif, Mehdi Choukri qui est avec nous également, ainsi que Akli Menoui, adjoint au maire de la ville de Bonneuil, Tarek Mami aussi, et évidemment tout à l'heure à partir de 17h, notre invité Salah Amouri, avocat franco-palestinien qui sera avec nous tout à l'heure à ne pas louper. Alors rappel, messieurs, des grands enjeux qui nous attendent. Une réforme emblématique, celle des retraites repoussée il y a 3 ans, vous vous en souvenez, avec l'éruption du Covid. Une réforme des retraites d'ores et déjà impopulaire chez les salariés encore en activité. Seuls les retraités quand même, plébiscitent majoritairement d'allonger la durée de temps de travail ou de repousser l'âge de retraite. L'année 2022 nous laisse un chef de l'État, Emmanuel Macron, réélu, mais sans blanc-seing pour réformer avec sa majorité relative à l'Assemblée nationale. Pas assez de députés macronistes pour voter des lois seuls, mais pas assez d'unité dans les rangs de l'opposition pour renverser le gouvernement. Seule la France Insoumise a présenté des motions de censure à chaque 49.3. Il y en a eu un paquet d'ailleurs. L'adoption des budgets ces derniers mois notamment, et même quand le RN décide de voter une motion censure NUPS, eh bien ça ne fait pas pour autant une majorité pour renverser le gouvernement. Et a fortiori d'ailleurs, encore moins une majorité alternative pour gouverner. Réforme des retraites donc, alors que 2023 s'ouvre dans ce climat plombé par la guerre en Ukraine, l'inflation, un début de pénurie, la menace hypothétique de coupure d'électricité, le virus toujours là, et puis un système hospitalier à bout de souffle. Reste à voir si ça plus ça plus ça peut donner un cocktail qui pourrait ressembler à celui de fin 2018, où le gouvernement ne veut pas évidemment revoir du 80 km/h plus la taxe carbone qui donne, vous vous en souvenez, plusieurs mois de gilets jaunes. Alors, est-ce l'année des réformes, on m'a dit cette année? En tout cas, c'est ce que nous a dit Emmanuel Macron dans sa longue allocution de 19 minutes. C'est l'année des réformes, tout va bien se passer. Il a positivé à mort et surtout, il a fait en sorte et martelé que cette année, la réforme des retraites passera bel et bien et elle sera adoptée à la fin de l'été, nous a-t-il rappelé Mehdi. Oui, Macron, là, pour le coup, nous refait le coup du grand président de l'Europe, puisqu'il faut se poser la question avant tout de savoir pourquoi cette réforme des retraites. Est-ce que c'est pour une question de budget ou est-ce que c'est pour une question d'idéologie? En l'occurrence, de nombreux économistes, mais vraiment de nombreux économistes, annonce tout simplement qu'à partir de 2030, 2031, 2032, la courbe démographique aidant, l'équilibre va se rétablir au niveau du budget des retraites, puisque forcément la plus grosse génération du baby-boom sera morte pour la plupart, malheureusement, et que la courbe démographique va permettre en fait un équilibrage naturel des comptes des retraites. Là, pourquoi est-ce qu'on fait le forcing et pourquoi Macron veut faire le forcing pour cette réforme des retraites? Ce n'est pas pour des questions financières, c'est simplement pour des questions d'harmonisation européenne. Une fois de plus, les Français vont pâtir de cette harmonisation européenne qui ne va jamais dans le sens des intérêts français, jamais dans le sens, comment dirais-je, des avantages que peuvent avoir les Français, c'est-à-dire de tirer les autres Européens vers la France, mais toujours, une fois de plus, de rabaisser ce qu'ont les Français vers le plus bas européen. Oui, alors c'est vrai que Mehdi a raison, Nasser, parce que les caisses de retraite ne vont pas si mal que cela. Je veux dire, il n'y a pas urgence en la demeure, en l'occurrence, pour faire cette réforme des retraites. Non, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Et c'est marrant de voir que cette réforme vient aujourd'hui. Donc, on sait très bien qu'on est en train de vivre une crise. Là, ces dernières années, depuis le Covid, certains sont en train de souffrir. Quand on sait qu'il y a des retraités aujourd'hui qui payent 120 € de mutuelle, vous imaginez, ça veut dire qu'ils sont à la retraite, qu'ils touchent une petite retraite, et on leur demande de payer des mutuelles à 120 €. Moi, j'en parlais avec ma belle-mère il n'y a pas très longtemps, donc c'est hallucinant. Et aujourd'hui, on veut nous faire travailler jusqu'à 65 ans. Mais
Alors il a pris le soin de ne pas parler d'âge quand il a parlé des réformes des retraites, parce que c'est pas une surprise, Christophe. Tu sais très bien c'est un sujet qui fâche. 64, 65, donc il n'a pas parlé d'âge. La majorité des Français sont opposés à cette réforme. Oui, en tout cas les salariés en activité, parce qu'il faut dire que les retraités plébiscitent cette réforme. C'est les premiers concernés, donc c'est un peu normal qu'ils sont opposés. Donc effectivement, ceux qui sont en activité aujourd'hui n'acceptent pas qu'on ait une retraite à 65 ans. Vous imaginez celui qui a 61 ans aujourd'hui et qu'il compte partir à la retraite l'année prochaine, on va lui dire non, il faut que tu restes encore 3 ans ou 4 ans. Alors peut-être, je sais pas, je vois que Monsieur Mamie est... C'est vrai que dans le monde politique, et dans le monde médiatique, ça serait pas mal que cette réforme des retraites puisse passer, parce que 65 ans, il y en a bien au-delà qui travaillent encore, et franchement qu'on aimerait bien voir partir à la retraite, sincèrement, je vous le dis honnêtement. Akli, est-ce qu'il y a urgence en la demeure là? Est-ce qu'il faut faire vraiment cette réforme et très vite? Non, mais il y a le rapport du corps donc, qui dit qu'il n'y a pas urgence en la demeure, mais en même temps, c'est tout le paradoxe. Soit on va vers une société du plein emploi, et donc il y aura effectivement des recettes qui vont financer, parce que c'est ça le but, c'est le nombre de gens qui financent pour le nombre de gens qui sortent. Et aujourd'hui, on voit bien que, d'ailleurs, aujourd'hui, avec la réforme et les réformes précédentes, on va aller vers l'âge de 64 ans, il faut quand même le savoir, ça va glisser, ça glisse régulièrement. Mais aujourd'hui, pour avoir une retraite à taux plein, il y a plein de gens qui sont obligés de partir à 67 ans. Donc ils vont partir à quel âge? 70 ans. Ensuite, il y a le problème. Donc il faut les atteindre. Donc les gens n'auront pas à temps plein. Donc ils vont travailler jusqu'à quel âge? Parce que même si on 65 ans, ça veut dire que pour être à taux plein, là, aujourd'hui, en partant à la retraite à 62 ans, pour partir avec une retraite à taux plein, pour ceux qui ont eu des trous dans la raquette, c'est 67 ans. Donc à un moment donné, il faut se poser la question. Et puis on a aussi le problème, c'est l'emploi des seniors. Les syndicats le disent. À partir de 50 ans, vous n'êtes plus employable. Et donc aujourd'hui, ils vont être plus longtemps au chômage, c'est ça le but du jeu. Donc à un moment donné, il y a une réforme à faire, mais il faut qu'elle intègre la pénibilité, il faut qu'elle intègre un certain nombre de facteurs. Et c'est pas la limite de l'âge. Et puis, quand on dit on va harmoniser avec l'Europe, je suis pas sûr que c'est ça. Moi, je pense que Macron veut récupérer de l'argent pour financer des projets qu'il n'a pas. Mais en parallèle, quand on parlait des gens des réformes, quand on veut faire des réformes justes, on ne donne pas 150 milliards de cadeaux aux entreprises sans contrepartie, alors que et on ponctionne les collectivités qui, elles, donnent du travail. Parce que de quoi a besoin l'entreprise? D'un carnet de commandes. Le carnet de commandes, il faut que les gens leur donnent, mais si les gens n'ont pas d'argent, on leur a ponctionné pour leur donner. Donc en fait, on crée de l'artificiel, on fait du grand n'importe quoi, et on appelle ça de la réforme. La réforme, elle doit être juste, elle doit profiter aux Français. Si elle ne profite pas à tout le monde, c'est une mauvaise réforme. Et donc on lui dit, arrêtez de faire des mauvaises réformes. Réformer, ce système dysfonctionne, il y a des discriminations, il y a plein de secteurs qui dysfonctionnent, mais ayez des réformes qui soient humaines, justes, et qui profitent aux Français. Oui, Tarek Mami, est-ce que là, pour le coup, on n'est pas un peu dans une vision un peu des choses, comme l'a expliqué un peu Mehdi, finalement, on essaie de faire plaisir à l'Europe pour remplir un petit peu ce qu'on nous a demandé, quoi. En fait, Macron n'est-il pas, finalement, aujourd'hui, un exécutant de l'Europe? Alors, le problème pour moi, c'est que dès qu'on parle retraite, on rentre dans des zones opacité, parce que chacun utilise des mots qui ne correspondent pas au sens des mots que les autres ont. La première chose qu'on doit fixer, ce n'est pas à quel âge on part, mais c'est éventuellement combien d'années on doit cotiser. Parce que si quelqu'un commence à travailler à 18 ans, vous lui dites, vous partez à 64, 65, 67, et l'autre qui est sorti de l'ENA à 28 ans, va partir à la retraite à la même âge, légalement, et vous avez 10 ans de cotisation supplémentaire. Donc cette question n'est jamais posée par les syndicats, sauf par la CFDT, qui demande à ce qu'on parle en termes d'annuité de travail et de cotisation et non pas d'âge de départ. Deuxième chose, très grave, celui qui paye le moins bien l'URSSAF, vous savez qui c'est? C'est l'État. L'État, en général, il a entre 3 et 5 ans de retard de cotisation. Donc, peut-être qu'une des pistes, au lieu de retarder le départ ou de rajouter les années, de faire que l'État paye dans les mêmes conditions que les entreprises, puisque les entreprises, quand on ne paye pas le 15 du mois, on a un rappel, un 10%, et des fois un huissier de justice qui vient récupérer les sous sur le compte bancaire. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième chose, c'est qu'on ne peut pas, si vous voulez, faire partir, on n'est pas des morceaux de sucre, comme dit le proverbe arabe, on ne peut pas faire partir celui qui a travaillé dans la pénibilité dans la rue l'hiver, et voilà. C'est lui... J'allais en venir, d'ailleurs. Et c'est lui qui a travaillé dans un bureau en quittant l'université et Sciences Po et l'ENA à 28 ans, et qui a toujours eu un chauffage et un climatiseur. Et donc cet élément de pénibilité... Il a raison, ça, je suis totalement d'accord, parce qu'effectivement, quand on a un déménageur aujourd'hui,
il peut pas rester jusqu'à 65 ans à travailler dans le déménagement. Ben. Un éboueur, il peut pas rester jusqu'à 65 maçon, ans à ramasser. un couvreur, un maçon, plombier, c'est même pas, on va dire, c'est un travail pénible, Oui, difficile. D'où Et le mot comment pénibilité. aujourd'hui on peut, voilà, et comment revoir peut-être cette réforme, si elle se fait, pour que ces gens-là ne soient pas aussi victimes de ce qui va se passer. Tout à fait. Parce que là, c'est ce qui va se passer. Donc ces gens-là, on va tous les mettre au même pied d'égalité, alors que ces gens-là sont dans la souffrance quotidienne. Et si je peux me permettre de terminer avant que Mehdi ne rebondisse, pour moi, l'objectif de cette réforme est en définitive un objectif financier. C'est pour obliger les gens qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas de cotisé, à repayer, donc à faire engraisser les sociétés et les entreprises, et de retraite, et d'assurance, et de complètement d'assurance. Et donc ce n'est pas pour moi, en l'état, une réforme sociale ou sociétale, c'est une réforme financière. Ouais, mais Mehdi. Oui, une dernière chose concernant justement les différences concernant la pénibilité entre les travailleurs. Actuellement, il me semble que le projet de retraite prévoit un système de répartition par points qui pourrait aller jusqu'à 2 ans de rabais. Donc, c'est-à-dire que pour une profession pénible, ce serait un départ à 63 ans avec toutes les conditions possibles. Mais ce qui est important, et je pense que ce qu'on oublie de regarder, c'est que les gens les plus pauvres sont ceux qui meurent le plus tôt. Les gens les plus riches sont généralement ceux qui vivent le plus tard. Donc, si on a un âge de départ à la retraite qui est égal pour tout le monde, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que les pauvres payent pour la retraite des riches. Vous avez un dernier point qui peut sembler comme positif, mais moi, avant de terminer tous mes commentaires, il faudra que je lise le projet de loi, c'est qu'il y aurait, sous toute réserve, une retraite minimale pour tous, donc de l'ordre du SMIC, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui touchent entre 400 et 800 euros par mois. Si ceux cette qui n'ont pas le partie... taux plein. C'est ce qu'on disait, Tarek, c'est ceux qui n'ont pas le taux plein. Non, mais ceux qui n'ont pas le taux plein, demain, dans cette loi, d'après le projet de Macron 2017 et 2022, serait qu'ils touchent le SMIC. Ce qu'on appelle les subtilités, et Tarek, tu le sais bien, c'est de mettre quelque chose qui appâte les gens et qui disent... C'est pour ça que les retraités, ils sont favorables parce qu'ils se disent, je passe de 600 à politique de la carotte. Voilà, donc, mais en fait, il faut regarder le global. Une petite carotte, un petit os à ronger. Voilà, donc moi je lirai le projet et on reviendra certainement une fois qu'on a le projet entre les mains. Oui. La pénibilité, c'était déjà, effectivement, ça avait déjà été intégré, pas terriblement, pas bien, mais dans la précédente réforme. Donc aujourd'hui, en fait, ils veulent aller vers où? Parce qu'en fait, c'est le sens, c'est quoi le but du jeu? Et ils vous disent, oui, il y a une plus grande espérance de vie, etc. Mais je pense que, je le redis, je crois que cette réforme est profondément injuste parce qu'elle n'est pas nécessaire dans la période et que si on veut aller vers le plein emploi, eh bien, il faut travailler pour qu'effectivement il y ait des recettes et qu'aujourd'hui, les recettes que veut prendre le gouvernement, c'est pour financer des choses qu'ils ont mis au programme. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a d'autres secteurs plus rapides, plus urgents à réformer. Les hôpitaux, c'est un certain secteur. Donc je pense qu'à un moment, il faudra qu'ils s'expliquent, mais je pense que le débat va avoir lieu et les syndicats sont vent debout parce que, effectivement, même la CFDT, qui a accompagné la précédente réforme, voit aujourd'hui quand même que l'injustice est trop grande et que la ficelle est trop grosse et que les militants ne peuvent pas suivre. Dans un instant, on va s'intéresser, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, des commerçants aujourd'hui qui font face à une facture vraiment totalement exorbitante, une facture d'énergie, d'électricité, de gaz aussi, mais principalement d'électricité. On a des boulangers aujourd'hui qui sont obligés de quasiment faire préparer leur pain dans le noir pour économiser un petit peu d'électricité ou d'allumer les fours le plus tard possible. Idem pour les restaurateurs. Si vous nous écoutez, venez témoigner ici en direct à la radio 01 40 33 9000. Est-ce qu'il faut à tout prix, pour le coup, faire quelque chose et d'urgence avant que les petits commerces, vous savez, ceux qui sont dans les villages, dans les villes, parfois dans certains villages, il n'y a qu'un boulanger. Ce boulanger est pour beaucoup menacé de fermeture parce qu'il ne pourra pas faire face à des factures d'électricité. On en reparle dans un instant avec vous. Puis à suivre aussi un petit texte de notre ami Mehdi Chokri qui nous a préparé. Un petit texte dont lui seul a le secret, vous allez voir. C'est du très lourd à suivre sur France Maghreb 2 dans le LGF 01 40 33.
Le LGF sur France Maghreb 2 avec Nasser Lajili qui est avec nous, ancien élu, militant associatif à Klim Elouli, adjoint au maire de la ville de Bonneuil. Mehdi Choukri, cheminot SNCF, Tarek Mami, journaliste sur France Maghreb 2 avec nous. Mam qui écrit toujours et encore. Alors, notre invité évidemment dans quelques instants, à 17h, Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien accompagné de son épouse et militante Elsa Lefort, quelques jours après son expulsion de sa terre natale, à Jérusalem notamment. Salah Hamouri sera avec nous en exclusivité sur France Maghreb 2. Je voulais vous faire écouter, avant d'en parler, un petit reportage rapide de BFM TV, en quoi ils peuvent faire des choses bien aussi. Et ils sont partis à la rencontre d'un commerçant qui nous explique clairement ses difficultés aujourd'hui face à des factures d'électricité et d'énergie qui ont plus que doublé. Écoutez. La semaine dernière, Stéphane Desprats reçoit le dernier relevé de son fournisseur d'énergie. Il découvre alors un montant exorbitant. Alors, je vais vous montrer ma dernière facture. Vous la voyez là. 19 000 euros. En temps normal, je paye sur l'année en moyenne 1 500 à 2 000 euros. Soit une augmentation de presque 1000%. Inimaginable pour ce patron de restaurant. Mais les 19 000 euros, c'est sûr que je ne les payerai pas. Donc j'ai déjà fait opposition à ce prélèvement et j'attends un retour de Total pour avoir quelqu'un ou au téléphone ou qui se déplace. Ils étaient censés m'appeler, ils ne me rappellent pas. J'envoie un mail, ça ne répond pas, ça bloque. Mon application en espace client, je n'ai plus accès. Augmentation des matières premières et maintenant hausse vertigineuse des prix de l'énergie. Les crises se succèdent pour Stéphane Desprats, qui est désormais en quête de la moindre économie. 19 000 euros, alors que normalement il payait entre 1 500 et 2 000 euros à l'année. 1000% d'augmentation, c'est considérable. Les commerçants, je vous le dis tout de suite, ne pourront jamais tenir à ce compte-là. Nasser, il y a inquiétude là pour le coup, alors, notamment de la part des petits commerçants. Hein. Alors pour moi, bien sûr, il y a inquiétude en général concernant les commerçants, mais là je pense qu'il doit y avoir une erreur. C'est pas possible. 19 000, plus de 1000%, c'est énorme. Alors il y a certains fournisseurs d'énergie effectivement qui font des prix absolument exorbitants et bien entendu que si c'est possible, tous les commerçants te diront, et d'ailleurs ceux qui nous écoutent peuvent nous appeler pour nous dire effectivement si d'ores et déjà ils ont eu des augmentations considérables pour nous faire part de leurs difficultés. 01 40 39 000, principalement les boulangers qui n'arrêtent pas de te passer sur tous les plateaux pour te dire qu'aujourd'hui ils ne pourront pas faire face. Soit on va devoir augmenter la baguette à 2 euros. Est-ce que les Français sont prêts à payer une baguette à 2 euros? Soit ils sont menacés de fermeture. Donc c'est là toute la problématique. Alors je suis d'accord avec toi, mais en même temps c'est important de le préciser que les commerces de proximité, parce que c'est eux les premières victimes de ce qui est en train de se passer, ils ont vécu la période des Gilets jaunes. Ensuite, il y a eu la période du Covid. Oui. Et aujourd'hui, on est en train de vivre, on va dire, une période qui est très compliquée avec la crise du gaz et la crise de la guerre en Ukraine, etc. Donc, effectivement, ça pose un vrai problème. Et je pense que le gouvernement doit aussi agir là-dessus, parce que je ne pense pas qu'il soit bien entendu par rapport à ce qui se passe. Ouais. Ça nous renvoie, Christophe, aux réformes justes. Je pense que l'énergie, le but du jeu, c'est pouvoir maîtriser son énergie. Je pense qu'effectivement, il y a des gens, c'était un peu comme les intérêts nocifs, etc. On prend des gens et qui, effectivement, vendent de l'électricité flexible, etc. et qu'après, ça arrange avec les prix. Donc, je pense que là, il va falloir mettre de la régulation dans ce marché, qui me paraît nécessaire et vital. Parce qu'il n'y a pas que les boulangers, les commerçants, il y a les entreprises. Un industriel qui, par exemple, payait l'année dernière 50 000 euros de facture pour faire des ourdis, des parpaings, je prends cet exemple-là, parce qu'il y a des gens quand même qui construisent encore, eh bien, ils vont passer à 350 000, voire plus, pour l'année, ça veut dire x7. Est-ce qu'ils répercutent sur le prix d'achat? Donc, en fait, ça va, in fine, ça va reposer sur les consommateurs. Et c'est là l'injustice, parce que il y a effectivement, parce que ce poids, ils ne pourront pas le supporter, sinon ils fermeront. Donc, il y a une urgence à réfléchir à la maîtrise de notre énergie, parce qu'on le voit bien à chaque crise qu'effectivement, c'est un enjeu essentiel. Il faut que l'État joue son rôle régalien et qu'il y a des choses régaliennes qui doivent effectivement gérer, comme l'eau, comme les produits de première nécessité, comme l'énergie. Et ça, c'est des vraies réformes. Mais comme on n'a pas le courage de le faire, parce qu'il y a tellement de lobbies, d'ailleurs. Voilà, comme il y a tellement de lobbies, il y a tellement d'enjeux. Donc je pense qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus. Parce que comme tu disais, Christophe, tous ces commerçants, ils vont mettre la clé sous la porte. Mais si en plus, la baguette, elle passe à 2 euros, moi je vois des gens
gens qui aujourd'hui, dans les coûts actuels, sans la crise, il y avait plus de 30 ou 40% de gens sur ma ville qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comment voulez-vous que demain, je n'arrive à 70? Moi, jusqu'aujourd'hui, je peux. Je ne sais pas demain de quoi ça sera fait. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Il faut penser à ceux qui ne peuvent pas. Une société qui n'est pas juste ne peut pas avancer ensemble. Bien sûr. Oui, alors Jamel est avec nous. Bonjour Jamel. Oui, bonjour Christophe, bonjour à toutes et tous. Bonjour Jamel, on t'écoute. Moi, c'est pour réagir rapidement. C'est clair et net que là, on atteint des sommets. Là, sur ce témoignage du restaurateur, je pense qu'il y a dû avoir une grosse erreur parce que c'est juste incroyable. Je vais prendre mon cas en tant que particulier. J'ai mon fournisseur d'accès d'énergie en électricité qui me dit ben voilà, monsieur, vous payez 30 €, le mois prochain, vous passez à 98 €. Techniquement, ça fait x3, un peu plus de x3. Je me dis, c'est quand même tendu. Je change, je vais chez Total, qui me dit 30 €, je paye 56 € en réalité. Et, en fait, je paye x2 minimum, et je repense à un ami qui, lui, a une épicerie, par exemple, un de mes amis. Imaginez avec les frigidaires, etc., le coût. Le coût faramineux, parce qu'il faut bien de la lumière, parce que voilà, hein, la lumière du jour c'est bien, mais on peut pas en avoir partout, selon où est-ce qu'on est. Et en plus, derrière, les frigos ne marchent pas à la lumière. Bah oui. Et voilà. Merci mon Jamel. Alors Tarek Pami, vous êtes patron d'entreprise aujourd'hui. Une radio, ça fonctionne en particulier avec l'électricité? Tout à fait. Alors, peut-être une bonne nouvelle. Il a éteint le courant, aujourd'hui on est dans le noir total. De toute façon, on n'en a pas besoin. On parle dans le micro et on se connaît. Et c'est suffisant. Non, pour être plus sérieux, en fait, il y a quelques années, on a libéralisé le marché des énergies, et beaucoup de gens ont été courir parce qu'on leur a fait miroiter qu'ils vont payer moins cher que EDF. Exactement. Moi, en tant que chef d'entreprise, je suis, comme le disait Akli tout à l'heure, pour le régalien dans certains secteurs, et j'ai décidé, parce qu'il y a eu 10 propositions, j'ai décidé de rester sur EDF. Et j'ai la bonne surprise aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise qui a fait de la prévision, je n'ai pas eu d'augmentation, ou alors je ne l'ai pas senti parce que c'est pas passé, je sais pas moi, de 250 € par mois, peut-être à 270, peut-être à 300, donc on fait pas attention. Ça va augmenter là, hein, le 15 janvier. Oui, tout à fait, mais je ne l'ai pas vu passer de 250 € à 1000 €. Donc c'est pour ça que je ne la ressens pas jusque-là. Ouais. Et l'autre façon, c'est que quand on rentre dans un système de libéralisation, moi j'ai connu ça dans le marché de la formation des primo-immigrants à la langue française. Il y a 10 ans, je donne l'exemple à Ession, toutes les formations étaient faites par des associations, donc beaucoup de bénévoles, beaucoup de bonne volonté, qui obtenaient des subventions de l'État, qui vérifient le niveau et qui faisaient la formation. Et puis, il y a monsieur le ministre de l'Intérieur, celui qui dit quand il y a un arabe, c'est bien, quand il y en a plusieurs, ça fait des dégâts, hortefeux, voilà. Dans ce gouvernement-là, on a décidé de passer la formation de la subvention à l'appel d'offres. Et j'ai vu de la casse, notamment à Bobigny, une association qui a dû licencier 50 personnes. Alors, comment ils font, cher Christophe ? On vendait, nous, j'allais dire l'heure de formation, je donne un chiffre qui n'a pas d'importance, à 20 € de l'heure. Et nous avons des mastodontes qui sont arrivés pour vendre à 9 € de l'heure. Ce qui fait que l'État dit, je donne le marché au mieux 10 ans, on dit ça comme ça. Non, pas au mieux 10 ans, au moins 10 ans. Au mieux 10 ans, vers le bas. Mieux 10 ans, ça peut intégrer aussi la qualité. Non, le moins 10 ans, c'est que le prix. Non, mais voilà, en tout cas, le mieux 10 ans, mais dans le prix. Et ils ont emporté le marché à 9 € partout. Et au bout de 2 ans, toutes les associations sont fermées et les prix ont monté tout d'un coup de 9 pour dépasser les 20, ils sont passés à 50. Et l'État paye. Et donc aujourd'hui, tous ces concours ne se passent qu'entre grandes entreprises qui se refilent le bébé. Donc tout ça, pour moi, c'est une conséquence de la libéralisation du marché au nom de la concurrence qui devient une concurrence financière et non pas de produits. Mehdi, sur l'augmentation considérable que dénoncent certains commerçants aujourd'hui qui sont sous le coup de la menace d'une fermeture, Mehdi. Oui, alors concernant les factures qu'ils reçoivent, elles sont bien réelles. Ce ne sont pas des erreurs car les commerçants ne sont pas soumis aux tarifs réglementés des particuliers. C'est-à-dire que s'ils ont été signés un contrat avec un prestataire privé, en l'occurrence, celui-ci est libre, selon les règles du marché, d'imposer le prix qu'il veut.
Et c'est ça qui est fou, et c'est pour ça qu'on marche sur la tête. Il faut revenir un peu à la genèse de la chose. Autrefois, c'est simple, il y avait un opérateur qui s'appelait EDF, qui produisait, qui transportait et qui commercialisait l'électricité pour tous les Français, particuliers et entreprises. Jusqu'à preuve du contraire, c'était l'un des avantages comparatifs que la France avait par rapport à tout le reste des autres pays européens, voire même quasiment mondiaux, une électricité peu chère, en partie et en grande partie due aux centrales nucléaires. Il y a une quinzaine d'années, on a décidé de faire un peu, une fois de plus, comme les Allemands, hein, de vouloir plus ou moins sortir du nucléaire. On a arrêté ce qui aurait pu être un sacré saut qualitatif, Superphénix d'ailleurs. On l'a arrêté pour quelle raison? Parce que Madame Dominique Voila, à l'époque, avait monnayé ces 2 ou 3% dans l'élection présidentielle vis-à-vis de Lionel Jospin et du PS en échange justement de l'arrêt de Superphénix. On a laissé on a laissé se désagréger l'industrie nucléaire française qui était le fleuron, encore un fleuron comme Alstom, encore un fleuron comme tout un tas de choses. On l'a laissé se désagréger à tel point qu'aujourd'hui il faille faire venir des soudeurs américains pour venir réparer les centrales nucléaires françaises. On a perdu tout un pan du savoir-faire du nucléaire, qu'aujourd'hui on ne sait plus remettre en cause. Et qui plus est, on s'est inséré dans un marché européen de l'électricité corrélé au prix du gaz. Donc, c'est-à-dire que l'avantage comparatif que l'on avait au niveau technique, au niveau scientifique et au niveau économique, on l'a littéralement fichu en l'air en laissant entrer en jeu des parasites, des intermédiaires entre l'opérateur d'origine qu'on avait EDF et le consommateur final. Et ce sont ces intermédiaires aujourd'hui qui profitent le plus de cette crise. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le prix de la production électrique en France, elle n'a pas évolué. Je crois que c'est de l'ordre de 50 à peu près. Alors, je ne sais plus, c'est mégawatts. Ouais, je crois que c'est mégawattheure, enfin quelque chose comme ça. Le prix, il y a 15 ans et aujourd'hui, de l'électricité, la production française, le prix n'a pas évolué, ou si peu. Ce qui a évolué, c'est le fait qu'on ait libéralisé, comme l'a dit Tariq Mami, le fait qu'on ait laissé des entreprises parasites qui ne produisent rien. Elles n'ont même pas un câble, ces entreprises, ces gens qui nous fournissent de contrats. Ils achètent de l'électricité à un prix qui est plafonné, enfin qui est quasi plafonné, et ils le revendent avec des marges de x7, x8, x9. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a même des entreprises très consommatrices d'énergie qui préfèrent fermer leurs usines et revendre leur électricité pour faire de l'argent. On marche sur la tête. Dans un instant, Fatah sera avec nous au 01 40 33 9000, ton petit texte Mehdi, et le Zap et Mapt. Dans un instant. On passe de capitalisme productif au capitalisme financier. Oui, et on passe à la pub, justement. Le capitalisme, c'est là. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct avec Fatah au téléphone au 01 40 33 9000. Bonsoir Fatah. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors sur les factures considérables d'énergie pour les commerçants, Mehdi. Fatah. Bon, moi il y a des choses que je voulais dire qui ont été dites par par Tariq Mami et je me rappelle plus comment il s'appelle. Mehdi. Effectivement, c'est pas, je corrobore tout à fait, c'est pas une erreur sur les factures. Il faut savoir que ces gens qui ont des factures qui s'envolent, ce sont des intermédiaires. C'est les sociétés qui leur vendent cette électricité ne produisent pas d'électricité. Ça, faut le savoir, et c'est très important. Ça, tout le monde le sait. EDF vend à perte et ils prennent leur marge et ils revendent. Ça, c'est un fait. Le prix du kilowattheure produit par EDF, il est d'ordre de 4 centimes d'euros. Donc c'est quand même c'est là on doit se poser une vraie question. Où passe cet argent? Quand disait Mehdi tout à l'heure, il y avait des soudeurs qui venaient des États-Unis pour participer à l'entretien des réacteurs. Effectivement, Mehdi, tu as raison. Mais il faut savoir que ces gens-là sont une branche de l'entreprise Alstom qui a été revendue aux Américains. Ça, faut le savoir, c'est un vrai scandale. Ça, c'est quelque chose qui. C'est les conséquences du libéralisme. Ouais. Bah oui. C'est inacceptable parce que les gens devraient savoir la vérité de ce scandale d'Alstom parce que c'est vraiment très très grave. Tu sais par qui elle a été vendue? Ça a été vendu et c'est en phase d'être acheté avec une marge une marge bénéficiaire pour les Américains qui est inimaginable.
Non, mais le pire, c'est que, vous avez raison sur le scandale Alstom, c'est que ça a été forcé par les Américains. Ils ont même usé de subterfuge. Et qu'en plus, il y avait la possibilité de faire un géant européen de l'énergie avec Siemens, etc. Les syndicats et certains syndicats se sont battus justement pour aller dans ce sens-là, ce qui a été empêché parce qu'il y a eu des lobbies et des pressions des Américains qui ont dépassé l'entendement. Même, je crois que le numéro 2 d'Alstom a fait un séjour en prison. Tout à fait. Donc ça a été un vrai scandale. Et voilà comment on perd le contrôle de son énergie. Évidemment, et on devrait d'ailleurs demander des comptes à Macron pour ça, et on devrait comment dire, porter plainte pour ce qu'il a fait, parce que c'est très grave. Et ça, je voulais juste vous parler d'autre chose. En France, il y a des TAC, c'est des centrales à combustion. Ils prennent le relais pour justement faire face au pic de consommation. C'est-à-dire que ça tourne à gaz, 100% gaz. C'est des mini-centrales à gaz. Quand on a besoin de pics dans telle ou telle région ou telle ville, on les active. Il y en a un peu partout en France. Et du coup, ben, évidemment, elles tournent à gaz. Donc, si on achète le gaz excessivement cher, ben, ça fait qu'en sortie de production, ça fait une production qui est nettement beaucoup plus chère. Donc là aussi, ça merci mon Fatin en tout cas pour à ce prix élevé. Ta réaction. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Bravo en tout cas Fatin, merci. 01 40 33 9000. Mehdi, avant que l'on passe à nos invités qui ne sont pas encore arrivés. Ils sont là, ça y est. Et ils sont là, bon, j'ai pas vu. Et également aux Zap et aux Mat dans un instant, juste avant de recevoir Salah Amouri, avocat franco-palestinien, et Elsa Lefort. Évidemment, on va écouter Mehdi Choukri qui nous a réservé un petit texte qui finalement correspond fort bien à ce dont on vient de parler, hein, mon Mehdi. On t'écoute. Tout à fait, et toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ne saurait être que fortuite. Songe d'une nuit d'éther. Nous paraissons bien faibles et vous êtes si forts, mais d'une simple étincelle peut surgir la mort. Aussi vrai que l'histoire révèle les torts. Craignez donc l'au-delà et assumez vos remords. Nous avons tout temps de traquer vos revers, harcelant votre flanc, mordant votre poussière. Nous sommes endurants et fils d'hommes fiers, couteau entre les dents et pleine coudrière. Un jour, certainement, vous serez mis en bière, la bonne société implorant l'éternel, aussi vrai que printemps remplacera l'hiver, pleurant avec piété les mains levées au ciel. Pour hâter ces moments et en être la cause, je fomenterai plan en aiguisant cimeterre, l'anoblissant de l'eau, du feu et de la terre, atteignant le ponant de cette fin grandiose. Ma foi et ses mystères souffleront votre gnose, comme Robin des Bois défiant Jean sans terre. L'épée dans une main, dans l'autre la misère, avec ces quelques vers j'oxyrai votre prose. Vous criez votre ardeur à porter le combat, et louez votre audace face à de petits rois, mais cachez votre peur par un langage étroit, qu'en face populace, vous tressaillez d'effroi. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, le mien incandescent saura vous faire tort. Entrant dans le château quand sa majesté dort, et en catimini je scellerai votre sort. Sous le fil de la lame, dernière confession, avant de rendre l'âme dans une extrême onction, aurez-vous le courage malgré votre affliction de confesser vos fautes et demander pardon? Alors je statuerai avec célérité, estimerai le poids de la sincérité, vous donnerez le choix, la mort ou l'exilé, offrirez votre sang à la postérité. Mes paupières s'ouvrent sur une toile blanche, Morphée m'a trompé encore une fois. À portée de ma main, mes poings de vengeance, une autre journée à souffrir ce roi. Mais l'étincelle est là, et l'amadou bedonne. Astiquez le tocsin, que la note soit bonne, une douce mélodie que la colère fredonne, résonnera bientôt comme l'éclair automne. Bravo on me dit, bien joli texte en tout cas écrit en rime hein, s'il vous plaît, donc de notre ami Mehdi Choukri avec nous sur France Maghreb 2. Alors avant de recevoir Salah Amouri qui est arrivé dans nos studios accompagné de Elsa Lefort que l'on connaît bien ici sur France Maghreb 2, épouse et militante bien entendu qui sera avec nous dans un instant, passons aux Zap et aux Mat, c'est un nouveau rendez-vous depuis hier. Je vous donne ainsi les informations, à vous de nous dire si vous décidez de la zapper ou alors de la mater, c'est-à-dire de la commenter. Première information toute fraîche, on vient de l'apprendre, c'est le Maroc qui déclare forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations jeunes qui se déroulera en Algérie. Mehdi, on zappe ou on commente? Je zappe. Tu zappes, très bien. Nasser? Je zappe. Tu zappes, Akli? Je zappe. Tarek? Je zappe. Très bien. Bon, alors on passe directement. Vous voyez, c'est le principe voilà, du zap ou du grap. On zappe directement et on passe ainsi à une autre information. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, reconduction de la grève des médecins libéraux pour une semaine supplémentaire. On commente, Mehdi, ou pas? Ou on zappe? Oui, on commente.
Non, moi je zappe. Tu zappes. Akli, tu commentes. Oui, moi je pense qu'il faut commenter. Bah vas-y, à toi de jouer. Alors la question, c'est vrai que on a un vrai sujet sur les médecins libéraux, c'est-à-dire après c'est pas que les tarifs, mais on a un vrai sujet de déserts médicaux. Donc il y a un vrai sujet sur la formation et sur les implantations et effectivement l'accompagnement de ces médecins parce que nos populations en ont besoin. Et c'est vrai que ces grèves, elles portent préjudice quand même d'abord aux habitants et c'est un vrai sujet de réflexion. C'est pas de les augmenter parce qu'ils demandent des choses, mais c'est de parler du dispositif de la médecine de ville, etc. Je pense qu'il y a un vrai sujet, en plus des hôpitaux, mais il y a un vrai sujet sur la médecine de proximité dans nos quartiers. Très bien. Nasser Lagi, tu zappes ou tu commentes? Ouais, je commente rapidement, mais après, je pense qu'il faut prendre aussi en considération ce qu'ils revendiquent. Parce qu'effectivement, quand tu vois nos villes populaires aujourd'hui sont en souffrance sur la question de la médecine libérale. Ouais. Donc voilà, effectivement, je pense qu'il faut. Moi, personnellement, je soutiens ce genre d'action et voilà, c'est important. Tarek Mami, il zappe ou il mate? Il commente? Alors, il mate en une phrase. On a déstructuré les instituts. Voilà, tout le secteur de santé depuis 15 ans, depuis M. Sarkozy, pour faire simple, en allant chercher l'acte et non pas l'action. Et aujourd'hui, et on a rajouté, bien avant M. Sarkozy, ce qu'on appelle les numerus clausus. Donc, on fixe le nombre des médecins qu'on va avoir demain, en sachant très bien que ceux qui vont sortir, ils vont aller dans les grandes villes, pas dans les petits bourgs. Et donc, aujourd'hui, nous payons le prix de cette politique de libéralisation, encore une fois, de la société française. Allez, dernière petite information à zapper ou à commenter. En Arabie Saoudite, la Ronaldo Mania. Mehdi, on zappe ou on commente? Félicitations, hein, Mabrouk pour les Saoudiens. Ils sont en train de créer un championnat qui, de plus en plus, c'est pas un championnat européen, mais qui commence à devenir concurrentiel. Ils ont à part Ronaldo qui est une star, mais ils ont quelques vrais bons joueurs. Ça commence à être un vrai championnat. Akli, on zappe, on mate la Ronaldo Mania. Cristiano Ronaldo, évidemment, en Arabie Saoudite, qui a signé pour un salaire record. Moi, j'aurais bien voulu zapper, mais lors du sommet arabe, ils s'étaient engagés à défendre les choses sur la Palestine. Comme il y a Salah Amouri, peut-être que l'argent, ils auraient pu le mettre à la Palestine. Cristiano qui a donné d'ailleurs beaucoup pour la cause palestinienne. Ouais, faut le dire. Nasser, on zappe ou on mate la Ronaldo Mania? Ouais, je trouve que c'est des sommes qui nous dépassent. Qui font mal à la tête, oui. Ah oui, 380 € par minute, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est quand même pas mal, non? On va peut-être changer de métier, les gars. Hein. Ça rapporte plus, finalement, de taper dans un ballon que de faire de la radio, hein. Visiblement. Bon, faut avoir le talent de Cristiano Ronaldo, soit dit, hein, quand même. Tarek, on zappe ou on mate? Je zappe tout en regrettant de ne pas pouvoir gagner 380 € à la seconde. Et bien voilà, c'était donc le Zapomat avec ces quelques petites infos, évidemment. Alors, place maintenant à nos invités. Et je suis vraiment ravi de le recevoir sur France Maghreb 2. L'avocat franco-palestinien Salah Amouri, on en a beaucoup parlé. Évidemment, depuis qu'il a été une énième fois mis en prison pendant combien de temps? 8 mois. Salah Amouri, bonsoir, bienvenue. Bonjour. Bonsoir et merci à vous. Je suis honoré de te recevoir, Salah, ici dans nos studios, en exclusivité sur France Maghreb 2 avec Elsa Lefort, ton épouse, militante également, celle qui nous a tenus au courant de ce qui se passait te concernant, parfois dans un désarroi total, puisque n'ayant pas de nouvelles de toi, sachant pas où tu étais, parfois c'était compliqué et dur. Bonsoir Elsa et bienvenue. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Combien de temps cette nouvelle incursion, j'ai envie de dire, en prison, sans aucune charge valable et retenue contre toi finalement, Salah? Cette fois-ci, j'ai passé 9 mois en détention administrative, encore une fois, sans jugement pour un dossier que je ne connais pas, un dossier qui est classifié discret. Et j'ai été expulsé le 18 décembre. Oui. Alors avant qu'on parle de ton cas plus personnel, Salah, est-ce que tu peux nous parler de la condition des détenus palestiniens dans les prisons, dans les geôles israéliennes? Les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens sont très difficiles. L'occupant israélien, il essaye tout pour casser la psychologie et la mentalité des prisonniers. Aujourd'hui, il y a 5000 prisonniers politiques dans les prisons israéliennes. Parmi eux, 200 enfants, des enfants de l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, des femmes, des malades. Juste il y a une semaine, il y a un prisonnier qui est mort à cause de la politique de la négligence médicale des prisonniers. 214 prisonniers morts
depuis 1967. 1000 prisonniers malades avec des maladies différentes qui risquent leur vie. Et de plus en plus, les années récentes, il y a de plus en plus de prisonniers morts à cause de cette négligence médicale. Les enfants, ils se trouvent dans des conditions très très difficiles, isolés dans des sections. Pour eux, ils sont obligés de gérer leur vie quotidienne. Et aussi, les enfants, ils sont jugés dans les tribunaux militaires illégaux qui s'ouvrent sur les territoires occupés. Alors tout est fait pour briser et contrôler la vie des prisonniers. Alors Salah Hamouri, on rappelle que tu es franco-palestinien et que tu es resté pour beaucoup travailler sur place à Jérusalem, où tu as mis d'ailleurs ton expérience en tant qu'avocat pour justement défendre tous ces prisonniers politiques palestiniens enfermés, rappelons-le, sans aucune charge retenue contre eux. En tout cas, le principal concerné ne sait jamais pourquoi il est en prison. Ou alors on lui invente des trucs, des jugements rapides, sans aucun respect finalement des règles juridiques pour le coup. Et donc toi tu t'étais mis justement à les défendre. Comment ça s'est passé lorsqu'ils sont venus te chercher encore? C'était au mois de février dernier, c'est ça? C'était en mars, le 7 mars, j'étais à la maison. Ouais. Très tôt le matin, j'imagine. À 3h30 du matin, moi je dormais. Et c'était vraiment... ils m'ont arraché du lit, cette fois-ci ils ont cassé les portes. Et ils sont arrivés jusqu'au lit, ils m'ont arraché du lit, une unité spéciale. Ils m'ont mis contre le mur, ils ont fouillé la maison. J'étais menotté avec des menottes en plastique derrière le dos. Ils m'ont bandé les yeux. Ils ont bien sûr confisqué tous les enregistrements des caméras qui étaient dans l'immeuble où j'habite. Après j'ai été pris, on a marché 10 minutes avec cette force spéciale jusqu'à l'arrivée dans les voitures blindées qu'ils attendaient un peu loin de la maison. Et donc tu as passé près de 8 mois en prison, parfois d'ailleurs pour très souvent isolé. Placé à l'isolement. J'étais transféré de la prison de Ofer. Là, j'étais dans une prison où on était 8 par cellule. Et après, j'étais transféré dans la prison de Hadarim où on était isolé 2 par cellule. Cette prison qui est déclarée comme une prison à haute sécurité. Haute sécurité, ouais. Et après, l'isolement total, c'était pendant la grève de la faim. C'est là où la pression de l'isolement total était utilisée par l'administration de prison pour essayer de casser la grève de la faim. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on arrive à ce qui s'est passé, c'est-à-dire à ton expulsion de ta terre natale? Aujourd'hui, on va le faire simple, Salah, tu n'as plus le droit de retourner chez toi. Vraiment, c'est... ils ont commencé ça en 2019-2020. Je me suis dit peut-être c'est un coup de pression pour moi pour reculer. Je savais. Je me suis dit je veux résister à cette pression. Ouais. Mais jusqu'à le dernier moment, moi, ils m'ont pas dit que j'allais être expulsé. Officiellement, un jour avant mon expulsion, à 11h30 le soir, ils sont venus me chercher pour me dire qu'on va à l'aéroport. Jusqu'à la dernière minute, j'étais pas informé que j'allais être expulsé. Et comment tu as ressenti les choses à ce moment-là? Tu t'es dit ça y est, c'est fini? C'est le sentiment de l'arrachement de ma patrie. C'est un sentiment très 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 dur. C'est là où j'étais né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tous mes mémoires, c'est là où je veux vivre avec ma famille. C'est là où je veux continuer mon combat. C'est la plus grande souffrance finalement par rapport à toutes ces années de prison que tu as passées, parce que c'était pas la première fois évidemment. Le pire qu'on ait pu te faire, c'est ça. Ouais, à mon avis, la déportation forcée que j'ai subie, ça fait 3 semaines presque. Et c'était vraiment le sentiment le plus dur. C'est plus dur que la prison. Le sentir que je ne vais jamais remettre les pieds dans ma patrie, dans ma ville, Jérusalem. C'est le sentiment que
il me suit à chaque minute de ma vie. Et donc tu as effectivement donc été placé dans un avion et à ton arrivée à Paris il y avait beaucoup de monde, Salah. Et il y avait notamment un auditeur qui était avec nous qui s'appelle Mérez. Bonsoir Mérez. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Salah, bonsoir Elsa, je crois qu'elle est là aussi. Alors j'étais là à l'aéroport pour retrouver Salah après sa déportation. Parce qu'il faut arrêter de dire le mot expulsion, c'est pas une expulsion, c'est une déportation. C'est le mot qui convient à ce qui lui arrive. Je suis tout cœur avec Salah et sa famille. Et je ne veux même pas dire la douleur qu'il doit avoir de se faire expulser de son pays, de sa terre natale. Quand je l'ai vu sortir de l'arrivée, et j'ai vu comment il a perdu du poids, comment il avait un air d'une personne vraiment... je me suis dit, il a vraiment souffert. Voilà. Ça fait des années, ça fait longtemps qu'il veut retourner dans son pays, et c'est son droit. Et normalement, personne ne devrait l'interdire. Et surtout pas l'État d'Israël qui, lui, fait l'apartheid sur la Palestine. Et je dirais... Vive la Palestine et vive la Palestine libre. Merci Mérez. Alors c'est vrai qu'à ton arrivée, Salah, on a vu quelqu'un d'effectivement très fatigué et j'imagine encore très choqué de ce qui est en train de se passer, avec peut-être, j'imagine, un sentiment assez partagé entre, j'imagine aussi, l'envie de revoir ta femme, tes enfants, de revenir en France, mais en même temps ce sentiment d'arrachement qui était compliqué à gérer. C'était beaucoup trop d'émotions finalement d'un coup, Salah, lors de ton arrivée à Paris. Oui, c'est vrai. La nuit, elle était longue. J'ai été menotté à 11h30 le soir. Même dans l'avion, j'étais menotté, accompagné par la sécurité israélienne jusqu'à l'arrivée à Paris. 10 minutes juste avant, ils ont enlevé les menottes. C'était émouvant de voir tout le monde, voir la famille, les enfants, et les sentiments aussi. Ils sont sortis d'un coup que moi, je suis là et je pourrai jamais revenir. C'est une nouvelle étape, mais tout est exprimé avec les larmes et en pleurant, quoi. Elsa, toi qui connais très bien Salah, beaucoup mieux que nous, tu es son épouse. À son arrivée à Paris, tu as vu un homme déchiré ? Après, moi, on était assez raccord sur les sentiments, quoi. Il y avait vraiment la joie de se retrouver. Après, ça faisait 19 mois qu'on ne s'était pas vus. Parce qu'avant d'être en prison, il était interdit de voyager. Donc, nous, on ne s'était pas vus depuis 19 mois. Mais Rappelons que toi, tu n'as plus le droit d'aller à Jérusalem depuis un petit moment déjà. Oui, depuis 2016. Ouais. Ouais. Et voilà, il y avait ce sentiment-là. Et puis, bien sûr, le sentiment que... moi, à partir du moment où j'ai appris qu'il était dans l'avion, je pense que on vivait un truc, voilà, où je me suis dit, je l'imaginais lui et j'imaginais ce qu'il vivait et même je peux pas imaginer à quel point c'est douloureux d'être déraciné de sa patrie. Et effectivement, quoi, ce sont des émotions diamétralement opposées et voilà. Après. Nous, on est fiers de lui. Il est arrivé la tête haute comme il a toujours été. Il n'a jamais baissé les bras. Il a fallu qu'Israël l'expulse illégalement parce qu'il a toujours eu la tête haute. Donc, on est fiers de lui et il peut être fier de lui aussi. Ouais. Est-ce que finalement, Salah Hamouri, Israël a gagné face à un résistant, limite un martyr, que pouvait être aussi Salah. Est-ce qu'Israël a gagné ou alors franchement, ça vous a redonné encore plus de force pour vous battre? Parce que vous nous dites, je pourrais plus jamais y retourner. Mais le plus jamais, jamais n'est pas français. Moi, comme je l'ai dit, pour moi, la Palestine, c'est pas une géographie. Pour moi, la Palestine, c'est une cause. Cette cause, que ça fait 22 ans maintenant que j'ai tout donné. Pour moi, l'endroit, il a changé, mais le combat, il continue. Même de loin. Même de loin. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du travail à faire.
Pour moi, le combat au niveau international, il est aussi important pour la cause palestinienne. Je sais bien à quel niveau c'est important de mener le combat depuis ici, la France et ailleurs dans le monde, pour le droit du peuple palestinien. Pour moi, le retour dans ma patrie, ça sera le but. Et pour ça, je lutterai tant que je pourrai. Oui, on a quelqu'un donc de résistant qui ne baisse jamais les bras en face de nous, Salah Hamouri sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Finalement, comment tu vois la suite maintenant, Salah? Comment tu entends mener ton combat depuis la France, par exemple? Pour le moment, je fais une pause. Pause, ouais. Pour se reposer un petit peu. Pour retrouver les siens. Ouais, et après, je pense ça va commencer avec tout ce qui est tourné pour remercier les gens qui m'ont soutenu pendant les années et les mois de... Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Ouais. Pour les voir, pour les remercier, pour dire que le combat, et on va continuer ensemble. Chaque action qu'on peut mener, avoir une stratégie claire pour défendre le droit des peuples palestiniens, aussi travailler pas que en France mais au niveau européen et arabe pour recruter le plus possible du monde pour vraiment défendre les droits historiques du peuple palestinien et pour dire à l'occupant israélien que cette force occupante, elle n'est pas différente des autres qu'ils ont passés dans l'histoire. Il y avait la faim en Algérie, il y avait la faim en Afrique du Sud, et aussi il y aura la faim en Palestine. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a eu une réaction française, je ne sais pas si Salah ou Elsa souhaitent intervenir là-dessus, est-ce qu'il y a une réaction des autorités françaises par rapport à ton expulsion de ta terre natale, Salah? Est-ce que la France s'est offusquée de ce qui s'est passé ou pas du tout? La France a publié un communiqué après la déportation de Salah pour condamner, je cite, l'expulsion de Salah. Maintenant, si cette expulsion, si cette déportation, elle a eu lieu, c'est aussi parce que la France n'a pas su agir avec vigueur au moment où il fallait, parce que c'est pas tout de condamner une fois que l'action est effectuée, une fois qu'on ne peut plus revenir en arrière, mais il fallait aussi mettre les moyens suffisants pour que ça n'arrive pas, et ils les ont pas mis. Et d'ailleurs, depuis la déportation de Salah, c'est silence radio de la diplomatie française. Ils ne nous ont même pas confirmé que Salah était dans l'avion. Moi, je l'ai appris par un tweet de la ministre israélienne de l'Intérieur. Ah oui, c'est hallucinant, hallucinant. Alors, mes camarades ici présents, Salah Hamouri et Elsa Lefort, ont des questions à vous poser, évidemment, beaucoup de questions à vous poser. Et encore merci d'être venu, Salah. Voilà, tu fais une petite pause dans tes retrouvailles avec ta famille. S'il y a au moins ça de bon et de vrai, c'est d'avoir retrouvé les tiens, tes enfants, ta femme, ta famille, tes proches, tes amis. Ils sont nombreux ici en France. Évidemment, le plus dur qu'on a pu te faire, c'est t'arracher de ta terre natale. Mais le combat ne fait que commencer. Tu as peut-être perdu une bataille, mais certainement pas la guerre. Et au nom de tout le peuple palestinien, aujourd'hui, voilà, c'est la résistance qui est le mot qui résonne le mieux aujourd'hui. Sur France Maghreb 2, ne bougez pas, on est de retour juste après la pub avec Nasser Lajili, avec les Melouli, Tarek Mami, Mehdi Chokri, qui ont des questions à vous poser, bien entendu, sur France Maghreb 2. Et je le redis encore une fois, la fierté que l'on a ici de te recevoir dans nos studios. Voilà. Leur fierté aurait été davantage présente et le plaisir, en tout cas, de te recevoir si évidemment il n'y avait pas eu cette expulsion. Mais bon, tu es là et on va en tout cas permettre aux auditeurs de te connaître, pour ceux qui ne te connaissent pas, de connaître ton combat. Tu as passé des années en prison pour des faits évidemment qui n'ont jamais été jugés ou valables, bien entendu. Ainsi va la grande démocratie, comme on aime l'appeler ici au Moyen-Orient. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF. Salah Hamouri, Elsa. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF. Nos invités, Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien, quelques jours après son expulsion, sa déportation de sa terre natale. Évidemment, j'imagine que Jérusalem te manque déjà, Salah. Ah oui, à chaque moment, il n'y a pas
Je suis en contact avec tous les gens que j'ai quittés derrière moi sur place pour prendre des nouvelles. C'est sûr que l'endroit il manque, la vieille ville, mes amis, tout ce que je faisais, les journées, la nuit. La ville, pour moi, c'est une ville très très spéciale, Jérusalem. Malgré que tu vois l'occupant intensivement à Jérusalem, mais moi, Jérusalem, c'est une ville qui me donnait de la force, qui me donnait du courage, qui me donnait l'espoir. C'est parce que c'est une ville dans laquelle j'ai voulu vivre tout le temps. Alors, question de notre ami Mehdi, qui est un chroniqueur qui est avec nous, cheminot SNCF depuis Lyon. Question à Salah Hamouri et Elsa Lefort avec nous ici, Mehdi. Oui, eh bien, bon courage et bravo pour votre combat, Monsieur Hamouri. Vous êtes un exemple pour beaucoup de monde, notamment en France, et pas que sur la question palestinienne. Votre endurance dans le combat est à saluer. J'aimerais, alors pardon, je sais que la France vous a, comment dire, soutenu du bout des doigts et du bout des lèvres. Hein. Votre passeport ne vous a pas vraiment servi à grand chose en l'occurrence. Par contre, j'aurais aimé savoir quelles ont été vos relations avec l'autorité palestinienne, par exemple. Est-ce que vous aviez est-ce que vous avez reçu des personnages qui venaient vous voir pour organiser un peu votre défense au niveau purement palestinien? Quels ont été vos soutiens? Une bonne question. Au niveau palestinien, j'avais bien sûr le soutien populaire palestinien, de la population palestinienne, mais au niveau officiel, j'étais pas contacté par les autorités par l'autorité palestinienne. Ouais. Je sais qu'il y a du travail qui a été fait, mais je sais aussi c'est quoi le niveau que l'autorité palestinienne aussi elle peut faire. C'est quoi ses moyens. Alors j'attendais pas beaucoup de choses qui peuvent être faites par l'autorité palestinienne. Ouais. Nasser Lageli, question pour Salah Hamouri et Elsa Lefort ici avec nous sur France Maghreb 2. Alors moi j'ai pas de question en direct, mais déjà je voudrais féliciter Elsa Lefort qui a fait un travail remarquable pendant toute l'absence de Salah Hamouri, qui a jamais lâché, qui a toujours été présente dans ses actions. Et je voulais te féliciter parce que c'est très important et on oublie souvent de remercier les personnes quand il le faut. Après, moi, j'étais inquiet quand j'ai vu Salah Hamouri sortir de l'aéroport parce qu'il était très fatigué et on a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas habituel. Moi, ce qui me touche, ce qui me fait mal au cœur, c'est ce qu'il a vécu. Donc, on l'a sorti de son pays dans lequel il est né, dans lequel où ses parents y habitent jusqu'à aujourd'hui. Ils habitent toujours en Palestine. Ils habitent toujours à Jérusalem. Oui. Et aujourd'hui, Salah Hamouri se retrouve dans un pays dans lequel il ne connaît pas forcément bien, parce qu'il a passé plus de 90% de son temps en Palestine. Aujourd'hui, l'État français, et je peux dire, certains politiques français le considèrent comme un terroriste, alors que c'est un résistant. C'est quelqu'un qui s'est battu pour que le peuple palestinien soit reconnu. Et je fais un appel aussi à tous les auditeurs et auditrices qui écoutent cette émission avec la présence de Salah Hamouri, que la cause palestinienne ne doit pas être abandonnée. Parce que, effectivement, avec le temps, depuis 2014, quand il y a eu l'attaque à Gaza et qu'il y a eu plusieurs morts, plusieurs milliers de personnes qui étaient décédées par rapport au bombardement à Gaza, des enfants, il y avait femmes, énormément de Français qui étaient descendus dans la rue pour manifester, et c'était chaque samedi, comme ce qu'a fait les Gilets jaunes pendant plusieurs années, plusieurs mois. Et je voudrais juste dire à Salah qu'il est soutenu par énormément de monde. Et la vraie question que je me posais, c'est est-ce que vous n'allez pas écrire un livre, parce que c'est hyper important, de laisser une trace, de laisser une mémoire pour la prochaine génération, les prochaines générations. Parce que effectivement, là, on arrive avec Benjamin Netanyahou qui revient au pouvoir. Avec un gouvernement des plus extrêmes droites de l'histoire d'Israël. Exactement, avec une ministre d'ailleurs d'extrême droite qui... le ministre de l'Intérieur qui était très violente à l'égard de Salah Hamouri en disant qu'on a expulsé un terroriste. Et vous imaginez l'image qu'on donne de la France, c'est de dire on vous renvoie vos citoyens français. Donc ça donne aussi des idées à ce gouvernement, le nôtre,
de dire on pourrait faire la même chose avec ceux qui ont la double nationalité dans ce pays. Voilà, ce que Darmanin essaye parfois de faire. Ouais. Exactement. Donc, vous avez le soutien. Après, moi, la vraie question, c'était de savoir, mais je pense que Mehdi l'a soulevé, les autorités. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans le discours de Salah Hamouri, c'est que c'est le peuple palestinien qui l'a soutenu. Même si la Palestine est en crise politique, il y a un peuple derrière. Une petite aussi, un petit moment aussi de penser à Marwan Barghouti qui est aujourd'hui en prison et je pense que tu as dû le croiser dans les geôles. Donc c'est hyper important qu'on parle d'eux parce que plus on avance dans le temps et plus on a l'impression d'oublier la cause palestinienne. La question de Nasser, est-ce que tu as l'intention, peut-être pas maintenant, mais un petit peu plus tard, d'écrire un livre justement sur tout ce qui t'est arrivé? Je terminerai juste sur un truc avant ta réponse, Salah. Vas-y, je t'en prie. Je voudrais aussi remercier toutes les villes qui se sont engagées sur la cause palestinienne et ceux qui ont eu le courage de mettre Salah Hamouri comme citoyen d'honneur. Sur cette question-là, je suis fier d'être Gennevillois parce que je sais qu'à Gennevilliers, on l'a fait, Astin l'a fait, Asdin Taïbi et plein d'autres communes qui l'ont fait aujourd'hui. Et j'espère qu'il y aura d'autres communes en France qui pourront amener des causes pareilles et j'espère que Salah fera le tour de la France pour essayer de défendre la cause palestinienne et sensibiliser l'ensemble des citoyens français sur le conflit israélo-palestinien. Le combat de Salah Hamouri en livre, c'est pour quand, Salah? C'est sûr que je vais écrire un livre. Je ne sais pas si c'est le moment ou pas. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le combat. Pour moi, il vient de commencer. Les 22 ans, du moment où j'ai reçu la balle à l'âge de 15 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat. Et pour le moment, du 18 décembre 2022, c'est un nouveau combat. Il y a un chapitre qui s'est terminé en Palestine. Il y a un nouveau chapitre de combat qui commence depuis ici. Et le livre, je sais que c'est important parce que c'est pas parce que je veux écrire sur ça là. Ça, c'est une expérience que je voudrais donner aux gens. C'est de dire que on peut dire non. Dans la vie, même si tu payes cher le prix de tes convictions, tu peux aller au bout. Même si c'est cher, même si c'est fatigant, c'est dur pour toi, pour tes proches, pour ta famille, mais les valeurs de la résistance, les valeurs pour défendre les droits de l'homme, ça vaut le coup d'aller au bout avec nos convictions. Je pense que le livre, c'est important pour moi dans ce cadre-là. J'ai une question rapide, Christophe. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu plusieurs pays aujourd'hui arabes qui ont signé des accords avec l'État israélien? La fameuse normalisation. Voilà, normalisation, comme l'Arabie Saoudite, comme le Maroc, comme d'autres pays qui aujourd'hui, le Qatar. Et voilà. Comment toi tu perçois la chose? Parce qu'il faut distinguer le peuple et le gouvernement. Et je pense que le peuple marocain est aussi un pays qui soutient d'ailleurs la cause palestinienne. C'était l'un des premiers, d'ailleurs, à chaque fois quand il y a des causes qui sont injustes. Juste la précision technique juridique, ni l'Arabie Saoudite ni le Qatar n'ont normalisé officiellement à ce jour. Les pays normalisateurs à ce jour sont l'Égypte, la Jordanie. L'Égypte depuis très longtemps. Le Maroc. Non, mais ça c'est le premier flot. Et le deuxième flot, c'est le Maroc, le Soudan, les Émirats et Bahreïn, qui est dans le deuxième flot. Tous les autres peuvent entretenir de relations avec Israël, mais pas de normalisation dans le sens juridique du terme. Oui, Salah, réaction par rapport à ces pays effectivement qui ont normalisé. Moi, je fais bien la différence entre les régimes et le peuple. On a bien vu ça au Qatar pendant la Coupe du Monde. On a vu la présence du drapeau palestinien à ce niveau-là. Ni les accords d'Abraham, ni les accords de normalisation avec le Maroc, ils vont donner la légitimité à l'occupation israélienne. Ces accords, ils sont faits pour une seule chose, que pour l'intérêt, et surtout un intérêt, c'est la sécurité de l'État occupant. Si les régimes qui ont fait ces accords ont les illusions que l'occupant israélien peut leur garder
leur royaume un jour, ils sont dans les illusions totales. C'est seulement les peuples qui défendent leur patrie, leur terre. Et je pense les peuples arabes, ils continuent de refuser l'occupant israélien, refuser même les accords de normalisation. Et on a bien vu le soutien de tous les peuples pendant la Coupe du Monde. Absolument. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a eu sans que personne n'en parle, au Maroc par exemple, le peuple qui s'est soulevé vis-à-vis de cette normalisation. On n'en parle pas évidemment, mais le peuple résiste. Et le peuple marocain, il faut le dire, et le rappeler ici, on ne le rappellera jamais assez, a été peut-être le peuple le plus nombreux et important, le premier à se mobiliser lorsqu'il s'agit de défendre la cause palestinienne. C'est ce qui est assez paradoxal avec les décisions de son régime. Tarek Mami, question pour Salah Hamouri et Elsa Lefort ici avec nous sur France Maghreb 2. Alors, si vous permettez, moi j'ai plusieurs questions, mais très rapides, parce que je voudrais qu'on fasse de la pédagogie, j'allais dire de la théologie politique, donc de la pédagogie. Salah Hamouri, vous avez passé combien d'années en prison en tout en Israël? En tout, j'ai passé 10 ans. 10 ans. Dans Est-ce que vous avez été condamné par la justice israélienne une fois? Alors il faut dire, le mot justice, ça n'existe pas, entre guillemets en Israël. C'est moi, le tribunal militaire en 2005, tu es obligé de plaider coupable pour que tu sois jugé. Pour moi, je ne cherche pas ma justice dans le cadre des tribunaux de l'occupant, parce que je sais bien que la justice israélienne, elle fait partie de système qui fait la pression sur mon peuple. Ce qui existe en Israël, c'est la justice pour les Israéliens et non pour les Palestiniens. Alors ce système juridique, il fait partie des moyens de pression sur le peuple palestinien, et c'est pas là où je vais aller chercher ma justice. Alors la présidente d'ACAT que nous avions reçue sur France Maghreb 2 nous a expliqué que les Israéliens sont jugés par des tribunaux civils et que les Palestiniens sont jugés par le tribunal militaire. Et elle nous a dit un mot sur ce qu'on appelle donc cette détention administrative. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots aux auditeurs de France Maghreb 2, c'est quoi cette détention donc administrative que vous avez subie à plusieurs reprises? La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation israélienne, et les Israéliens ils l'ont repris pour appliquer sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire du chef de l'armée qui donne le droit de donner un ordre militaire de 6 mois ou de 3 mois. Ou plus, ou moins, des fois 3, des fois 4, ça dépend. Mais ces 6 mois sont renouvelables. Tu peux passer des mois et des mois et des années dans cette détention. Cette détention, il n'y a pas de jugement. C'est un dossier qui est classifié et discret, qui reste entre le procureur militaire et le juge militaire. Et toi, en tant que prisonnier et ton avocat, tu n'as pas droit à accès à ce dossier-là. Et c'est un moyen de torture, parce qu'il y a des gens qui sont passés aujourd'hui jusqu'à 14 ans en détention administrative sans savoir pourquoi tu es en prison, c'est quoi les charges contre toi. Il n'y a pas de charge. Ça suffit d'un papier qui dit que tu es un danger sur la sécurité de l'État d'Israël. On te met en prison pour des mois et des années. Ouais. Salah Hamouri, on apprend tous les jours que quand il y a un soupçon à un attentat, je rappelle juste la parole du général de Gaulle en 1967, il dit les territoires sont occupés, demain se lèvera une résistance, on l'appellera terrorisme, c'est ainsi que va l'histoire. Donc on apprend que, par exemple, pas loin qu'avant-hier, les Israéliens ont démoli une maison de quelqu'un de soupçonné, et en plus, lorsque les Israéliens démolissent la maison,
ils envoient la facture des frais des bulldozers à la famille. Et si la famille annonce à l'avance qu'elle n'a pas les moyens de payer, ils lui demandent donc de casser, de détruire sa propre maison en présence des militaires. C'est quoi cette autre partie de la répression qui s'appelle destruction des maisons, sur soupçon? Alors la destruction de maisons, surtout à Jérusalem, c'est une stratégie israélienne pour contrôler le terrain. À Jérusalem, par exemple, on voit tous les projets coloniaux qui visent de vider Jérusalem. Ça fait partie, ces stratégies de destruction des maisons, ça fait partie de vider Jérusalem de ses citoyens palestiniens. Il y a un plan qui est fait pour, les Israéliens l'appellent le plan 30-30, c'est d'avoir une majorité israélienne à Jérusalem et une minorité arabe. Tout est fait pour appliquer ce plan, les destructions de la maison, les arrestations, les expulsions, mais aussi on voit de plus en plus des destructions en Cisjordanie, dans les zones C, pour, par exemple, il y a le plan de Khan al-Ahmar à côté de Jérusalem pour attacher plusieurs colonies ensemble. En fait, on retourne, tous ces projets retournent vers le slogan essentiel de mouvements sionistes à l'époque, que la Palestine, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Tout est fait pour tout est fait pour ce but-là. Alors, deux autres petites questions, toujours courtes, pour la pédagogie de nos auditeurs, puisque beaucoup ne connaissent pas la situation au quotidien en Palestine. D'abord, cette destruction des maisons n'est pas une création israélienne. Elle aussi, c'est une création anglaise qui a été utilisée aux États-Unis lors de la révolution américaine pour son indépendance. Et déjà, les Anglais détruisaient les maisons chez les Américains et ça a été emporté. J'ai été, moi, comme journaliste, à plusieurs reprises donc en Palestine et en Israël. Et j'ai remarqué qu'il y a des routes, des autoroutes, qui ne sont empruntées que par les voitures israéliennes immatriculées, qui sont interdites aux Palestiniens. Comment se passe l'accès à ces routes? Alors, il faut savoir que les colons qui vivent en Cisjordanie, ce ne sont pas les mêmes lois qui s'appliquent sur les gens de la Cisjordanie. Par exemple, le code civil israélien s'applique sur les colons qui habitent dans les colonies. Comme on a dit, par exemple, un colon qui tue, par exemple, un Palestinien, il passe devant un tribunal civil israélien, alors qu'un Palestinien, il va directement au tribunal militaire. Et on n'est pas en Cisjordanie, on n'est pas devant un apartheid. C'est pire que l'apartheid. On est devant un nettoyage ethnique, vraiment devant un nettoyage ethnique, parce que c'est vrai qu'il y a des routes qui sont spéciales pour les colons, il y a des accès, il y a des routes où les Palestiniens n'ont pas le droit de passer sous des prétextes de sécurité, comme toujours. Mais à mon avis, la présence des colonies en Cisjordanie, plus la présence des rues spéciales colons, avec cette haute sécurité, aussi c'est fait pour finir le rêve d'un État palestinien. Alors Tarek, dans un instant, juste après la pub, pour la dernière question, ce qui vous concerne, parce que j'aimerais qu'on écoute aussi Akli, qui a des questions à vous poser, et on arrive déjà, malheureusement, presque au terme de cet entretien avec Salah Hamouri, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, accompagné de Elsa Lefort, qui parle pas beaucoup aujourd'hui. Pour Harley, la Coupe du Monde ne te porte pas chance, mon cher Salah. À chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, tu te retrouves en prison. C'est quand même scandaleux, cette histoire. Tarek Babi, pour une toute dernière question avant d'écouter Akli. Une dernière question courte. Quel a été votre sentiment lors de l'assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh? Ah oui. Shireen, il faut le dire que c'est une proche de la famille. Moi, je connais personnellement, c'est la copine la plus proche de ma tante. Son assassinat
il était dur de voir, parce que je la connais personnellement, de dire que Shirin, je ne vais jamais la voir. Et aussi, on sait que l'assassinat de Shirin, les Iraniens, ils ont pensé qu'ils vont arrêter l'histoire, ils vont arrêter le travail de Shirin et le message qu'elle fait passer, Shirin. Un autre massacre israélien qui démontre à quel niveau la voix de Shirin, elle était importante. Et pour moi, il y a le monde de la presse, il lui manque quelque chose quand on a perdu Shirin Abu Akleh. Donc on va estimer que vous avez de la chance, surtout vos enfants et votre épouse, vous avez de la chance d'avoir été, excusez-moi l'expression, seulement expulsés et non pas tués sur place par accident ou par volonté. Oui, bien sûr. Dernière question. Vous êtes avocat franco-palestinien. Je suppose que vous allez vous installer aujourd'hui en France pour travailler comme avocat. Est-ce que vous vous projetez, est-ce que vous vous voyez comme avocat à la Cour pénale internationale avec votre expérience pour commencer à porter ce dossier, une autre bataille avec une autre méthode? C'est sûr que au début, je vous le dirai, que moi, après toutes les déclarations qui étaient faites par les Nations Unies et d'autres, moi, j'ai vraiment l'intention de porter mon dossier personnel parce que c'est un crime contre l'humanité, ma déportation. On a l'intention de poser le dossier au Cour pénale internationale pour que les personnes qui ont pris décision, ils payent le prix de cette décision. Moi, personnellement, j'ai pas encore décidé exactement où est-ce que je vais être. D'être à la cour pénale, un truc pas facile, mais pas impossible. Et pas impossible, voilà. C'est vrai. Akli Melouli. Ça va être difficile après, Tariq, de poser plusieurs questions. Moi, je voudrais juste, si vous permettez, déjà saluer le travail, parce qu'on dit toujours derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Saluer le travail d'Elsa, parce que pour elle, c'est pas facile. Elle a embarqué dans quelque chose qui n'était pas dans son histoire, et elle a accepté, et elle se bat, parce que quand il n'est pas là, c'est elle qui se bat quand même pour bouger les gens ici. D'ailleurs, et puis aussi avoir une pensée pour Shirin, parce que c'est vrai qu'on était quelques-uns à s'indigner, parce qu'elle avait quand même le gilet presse, c'était bien écrit en gros, alors qu'il y en avait qui l'avaient moins visible et qui ont seulement été blessés, ça a été l'indignation et le tollé général. Elle, on n'a pas beaucoup parlé, qui a pris une balle dans la tête. On se demande l'accident, comment... Question, moi, Akli. Voilà, et juste la question, oui, je venais. Ah oui, le temps est presse. Moi, ma question à l'SM, c'est qu'aujourd'hui, comment tu comptes effectivement essayer de travailler et de mobiliser les gens pour justement qu'on arrête cet arbitraire et qu'on arrête aujourd'hui, parce que hier on disait qu'on dénonçait les terroristes. En France, il faut savoir que sous le régime de Vichy, ceux qui sont aujourd'hui des grands résistants étaient des terroristes parce qu'ils défendaient leur taille, défendaient des valeurs. Comme tu as dit sur Dub, comment tu penses travailler avec tous les gens qui ont envie et comment les sensibiliser, parce que ce qui se passe dans les géoles israéliennes sur les enfants, personne ne dit rien, personne n'en parle. Donc comment on met en lumière tout ça, parce que si on veut la paix, à un moment donné, il va falloir, et puisqu'il va falloir arrêter la colonisation, il va falloir arrêter un certain nombre de choses, il va falloir arrêter l'arbitraire si on veut, parce que tant qu'on n'arrête pas l'arbitraire, on ne peut pas discuter de paix. Et donc, comment tu comptes effectivement sensibiliser? Est-ce que des témoignages, comment tu comptes faire le tour de France pour que justement les gens voient qu'il y a effectivement une réalité? On ne peut pas continuer à tourner la tête quand il s'agit des Palestiniens et s'indigner quand il y a d'autres. L'indignation ne peut pas être à géométrie variable, l'humanité ne peut pas être à géométrie variable. Ces enfants ont le droit de vivre, ils ont le droit d'avoir une démocratie, un État, et donc comment on peut faire pour travailler là-dessus? Moi, je pense que là, je vais commencer surtout à organiser la tournée, une grande tournée en France pour parler de ce qui s'est passé avec moi. C'est pas de parler de moi, mais aussi de parler des autres qui sont toujours en prison. Pas seulement en France, je serai en Europe et dans le monde arabe aussi. Pour moi, dans mes plans aussi, il faut une stratégie claire pour organiser ce qu'on appelle le monde de mouvement de solidarité, qu'on soit unis, surtout et unis et pas divisés,
parce que la Palestine aussi, elle a besoin de ce mouvement. Alors, sur des bases politiques claires, sur le droit du peuple palestinien, parce que je sais bien à quel niveau l'opinion publique peut mettre la pression sur les autorités, et je sais bien à quel niveau les Israéliens aussi ils ont peur de l'opinion publique en France et ailleurs. Et alors, Christophe, une dernière question. Comment les Palestiniens ont vécu le sommet arabe d'Alger, où effectivement cette question palestinienne qui avait été un peu oubliée s'est reposée et a été remise sur le tapis, même si on sait que c'est parfois des vœux pieux, mais comment le peuple palestinien a ressenti effectivement que cette question, elle était encore centrale et qu'elle a été reposée dans le cadre des sommets arabes, en disant on ne peut pas laisser le peuple palestinien comme ça, quoi. Cette sommet à Alger, elle était un peu différente des récentes. La cause palestinienne, elle était posée, mais le problème que les gens, le peuple, ils n'ont pas très espoir dans les paroles de la Ligue arabe, parce qu'il n'y a rien il y a pas de retour, c'est que des déclarations, il n'y a pas des faits qui sont faits pour le peuple palestinien. Ça, en un mot, non mais on n'a plus le temps là, je suis désolé, on n'a vraiment plus le temps. Vraiment, 5 secondes, c'est 5 secondes de plus. Est-ce qu'il y a des organisations israéliennes de droits de l'homme qui sont à côté de vous? La société israélienne est de plus en plus à l'extrême droite. Il reste quelques associations qui soutiennent le droit du peuple palestinien, mais ils sont vraiment de moins en moins, parce qu'on voit la société israélienne et ça s'exprime dans les dernières élections. Merci à vous. Salah, un dernier mot, mais vraiment très rapide, si tu devais, et oublie qu'elle est là, parler de Elsa, ça serait quoi le mot qui te vient en tête? Combattante, militante. Merci beaucoup. Merci. Salah. À très vite, et on suivra, si tu le veux bien, ton combat, tes combats et ta manière de faire. Si tu veux bien, ici la porte est grande ouverte quand tu veux pour justement parler d'une visite quelconque dans une ville de France ou d'ailleurs. Merci beaucoup Elsa. Merci Christophe, merci à toutes et tous. Et à très vite. Dans un instant, bam, la belle histoire. Il a écouté patiemment, gentiment. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, un entretien que vous pourrez réécouter évidemment ce soir en rediffusion à partir de minuit et surtout en vidéo aussi sur la page YouTube de France Maghreb 2, bien entendu celui de Salah Mouri et de Elsa Lefort. Mam, la belle histoire pour une conclusion de cette émission. Tu as écrit depuis tout à l'heure, écoutez patiemment, qu'est-ce qu'il en découle, qu'est-ce qu'il en ressort. Mam, c'est à toi. Bien, alors... C'est un peu compliqué parce que du coup, je sais pas pourquoi, je me sens chaud et à la fois j'ai un trac de fou, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Alors c'est terrible. Salah est à ma gauche et je sais pas pourquoi. Bon bref, l'article du jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'appelle Né quelque part. À l'aube de l'année nouvelle, les faits d'actualité se suivent et se ressemblent, mais nous divisent autant qu'ils nous rassemblent, à l'image de la réforme des retraites, tant annoncée et sentant le marronnier politique, là où chez les manifestants du dimanche, à sortir les marrons chauds des braises de la colère, en raison de raisins de Corinthe, pour ceux qui n'ont pas les cojones d'aller au bout de leurs convictions. Ainsi, le public est prévenu. Depuis le 1er janvier minuit, on s'est souhaité bonne année malgré la conjoncture. Jérôme Rodriguez promet une année conjonctivite à M. Macron pour manquement au devoir de conjuguer les talents de la France, de toutes les Frances. La démocratie étant abstinente depuis plusieurs élections, le président relatif en majorité joue la montre pour imposer à toutes et à tous de battre en retraite en reculant notre âge de départ. Tiens, demandez à Le Pen Jean-Marie de retarder son départ à la retraite de ce bas monde. Eh bien, il résiste. Pas résident en EHPAD, mais résistant en son temps sur le front. Mais pas ni résistant en son temps sur le front, mais bon. Mais pas Bonneuil et sûrement pas sur Marne, à qui met le lit en gardien du temple démocratique. Joli. Revenons à... sur 2 secondes, et pas 19 minutes, sur la réforme des retraites voulue de longue date par notre résident de la République, qui passera en Conseil des sinistres dans quelques jours pour une possible adoption à l'été suffocant.
65 ans n'est pas un totem, comme dirait Denise Labrognas, alias Elisabeth Borne, qui voit la réforme comme une épreuve d'immunité à la Koh-Lanta, en espérant survivre politiquement à l'épreuve des poteaux, P-O-T-O-S, à chercher chez les LR des raisons de valider le texte pour sauvegarder présumément les caisses de l'assurance retraite. La pénibilité est sur la table et serait sortie comme collier d'immunité perdu par l'humanité, ne profitant pas aujourd'hui d'une retraite méritée. À l'heure où notre école, nos hôpitaux, nos services publics, où le gouvernement joue à un jeu de Monopoly poker menteur, où comme Koh-Lanta, à la fin, il n'en restera qu'un, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr du gagnant, mais on est sûr et certain des perdants. Aujourd'hui, c'est l'urgence, et notamment pour nos petites et moyennes entreprises, nos artisans qui crèvent la dalle au lieu de la combler à ses clients. À l'image de nos amis boulangers qui voient leur facture d'électricité exploser, passant de 1 000 € dans l'ancien contrat à plus de 19 000 aujourd'hui. Énorme. Bientôt, au temps de la guerre, pour s'éclairer, il faudra payer avec une mallette remplie de billets. La baguette tradie sera bientôt pour le peuple la baguette brandie, comme jadis nos aïeux le faisaient pour défendre le drapeau. Bruno de Coll et Olivia Newton-Grégoire de Quasimodo del Paris ont tenu une confidence de presse pour dire soutenir les entreprises dans le besoin, sans quoi qu'il en coûte, mais en sauf qui peut. Bruno Le Maire tient en ce moment une réunion au sommet du CAC boursier avec des fournisseurs d'énergie pour leur offrir une guirlande de reproches. En effet, considérant qu'ils ne fournissent pas assez d'efforts, un comble pour des fournisseurs d'énergie. Bruno devrait mettre la main au collet des responsables, il est très fort d'ailleurs en col roulé, pour forcer l'énergie financière à se libérer pour soulager le peuple assoiffé d'énergie nucléique. À suivre. À présent, je zappe tout. Je mate mon voisin. Ça là, il est là. Et on mate. Ceci est mon dernier message avant de quitter ma patrie. À mes chers amis palestiniens inébranlables, à ma patrie, Palestine, au peuple de ma patrie, je vous adresse ce message alors même que je suis déporté de force et déraciné de ma patrie. À l'ennemi qui croit que sa politique de déportation et de nettoyage ethnique est une victoire, je dis, notre identité palestinienne est un choix, un acte de loyauté et d'appartenance, de la terre et de ses souvenirs, du temps et du lieu. Ni la déportation forcée, ni l'acte de nettoyage ethnique ne m'effraieront. Et rien ne nous dissuadera de notre choix de la résistance. Aucune puissance existante sur cette planète ne peut déraciner la Palestine, ni le peuple palestinien de leur âme et de leur cœur. Sois sûr, ma patrie bien-aimée, que je te quitte aujourd'hui sous la contrainte et la force. Je te quitte de la prison vers l'exil, mais sois sûr que je resterai toujours celui que tu connais, toujours loyal à toi et à ta liberté. Je te porterai avec moi, partout où je suis, tu resteras ma seule boussole jusqu'à ce que nous nous retrouvions et que je t'enlace à Jérusalem, en Galilée ou à Haïfa. Tu peux me demander tout ce que tu désires. Je te fais le serment que je te serai loyal pour toujours, pour toujours, pour toujours. Place à notre invité exceptionnel, et c'est Salah Hamouri qui parlait bien évidemment. C'est lui qui fait un hymne à la Palestine. Place à notre invité exceptionnel, présent en studio, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, en compagnie d'Elsa Lefort, son épouse. 9 mois de détention administrative pour un motif vide de sens et de droit, sans compter les années de prison préventive auparavant dans les geôles israéliennes, plus de 10 ans. Il est né en avril 1985 à Jérusalem d'une maman française et d'un père palestinien, avocat des droits humains et surtout d'une cause profonde, celle de la terre et du peuple, la Palestine, tout simplement. Après des années entre liberté surveillée et prison arbitrée, imposée, Salah s'est vu expulsé de son fief éternel. Il n'a pas choisi ses parents, il n'a pas choisi sa famille, mais il a choisi de les aimer et porter corps et âme un combat d'honneur et de foi. Depuis le 18 décembre, Salah Hamouri n'a plus le droit de retourner à Jérusalem et a laissé là-bas le petit être qu'il était, ayant crié sa libération pour sa naissance, son amour immodéré pour sa patrie palestinienne, et a crié intérieurement du déracinement en déportation d'un départ sans au revoir et qui est nullement un adieu. Quant aux retrouvailles, elles furent teintées d'émotions légitimes et d'amertume revendiquées.
Sa première dame à Salah, c'est Elsa Lefort, fille du député communiste Jean-Claude Lefort, et son patronyme correspondant bien à son état civil, à Elsa, son combat traduit magistralement l'itinéraire amoureux entre les deux tourtereaux d'une certaine autre Elsa. T'en vas pas, dit la terre palestinienne à Salah. La rencontre du couple fut un beau roman d'amitié qui commence. Quelque chose dans le cœur d'Elsa a changé et ils se marièrent et eurent 2 magnifiques enfants. Mais au-delà, Elsa Lefort est l'exemple vivant de la femme défiant toutes les armées du monde pour défendre en devoir comme en droit son homme. Quelle démonstration de force, porte-parole de sa moitié et de sa cause cardinale. D'où l'importance du titre de la chronique, né quelque part, l'importance de l'appartenance à une terre qui est la vôtre.